Numéro 11, entonna le commissaire-priseur. Et la femme voilée fut conduite sur la petite estrade. Une dame de bonne famille, en âge de se marier. On me dit qu'elle a un visage quelconque, mais elle est en bonne santé et d'un tempérament calme. Un choix confortable, messieurs, pour un homme qui ne veut pas de problème. Que m'offrez-vous pour sa garde? Le duc de Noquet-Burrell était venu dans les salons de Mayfair ce soir-là, sans intention d'enchérir. Et pourtant, contre toute attente, il se retrouva penché en avant sur sa chaise. Ce n'était pas un marché aux esclaves. Il n'aurait jamais mis les pieds dans un marché aux esclaves, quoi qu'on dise de lui dans le comté. Et on en disait beaucoup. Soric n'était pas ce genre de monstre. C'était pire, d'une certaine manière, car c'était légal, et c'était à la mode. Et tout le monde dans les salles dorées et bondées était venu sur son 31. C'était le secret le plus laid de la saison, habillé de soie. Une vente aux enchères de mariage, tenue 2 fois par an derrière une porte respectable de Mayfair. C'est là que les filles de gentilshommes ruinés, des femmes de bonne naissance mais sans le sou, étaient promises à des hommes riches mais sans manières. Leur dot était négociée comme le prix d'un cheval. Les jolies partaient les premières, et à prix d'or. Celles au visage quelconque partaient pour une bouchée de pain, ou ne partaient pas du tout. Elles étaient alors reconduites vers le froid avenir qui attendait une dame dont personne ne voulait payer le prix. Soric était venu parce que sa tante le harcelait depuis 1 an pour qu'il se marie, et aussi parce qu'il avait voulu, dans un coin sombre et froid de son être, voir le marché du mariage dépouillé de ses mensonges, le voir tel qu'il était vraiment, une vente, et être conforté dans son mépris pour tout ce commerce scintillant. Il avait 36 ans, et il avait passé 10 ans à être pourchassé dans les salles de bal d'Angleterre, pourchassé par toutes les mères, avec une fille à marier, et par toutes les filles qui lorgnaient une couronne de duchesse. Et il en était venu à détester cette chasse si profondément qu'il avait cessé de se rendre à quelque événement que ce soit. On l'appelait le froid duc de Noquet-Burrell et le duc craint, et des choses pires encore derrière les éventails. Et cela lui convenait. Un homme craint, on le laisse tranquille. Il avait voulu par-dessus tout qu'on le laisse tranquille. Et pourtant, il y avait quelque chose chez la femme voilée sur l'estrade qui l'empêchait de détourner le regard. Il lui fallut un moment, dans la lueur fumeuse des bougies, pour comprendre ce que c'était. Elle ne tremblait pas. Toutes les autres femmes conduites ce soir-là avaient tremblé. Elles s'étaient tenues la tête baissée, les mains tremblantes, pendant que les hommes les évaluaient. Et qui pouvait leur en vouloir? Mais la numéro 11 se tenait droite. Ses mains croisées devant elle étaient immobiles. Son voile était épais, une lourde cascade de filets sombres, qui cachait entièrement son visage. Et dessous, sa tête était haute et droite. Et bien qu'il ne puisse voir ses yeux, il eut la soudaine et forte sensation qu'elle le regardait en retour. Qu'est derrière ce voile, elle observait toute la salle d'hommes enchérisseurs avec un calme qui frisait le mépris. Et qu'elle avait choisi de se tenir droite comme un soldat choisit de se tenir droit devant un peloton d'exécution, par refus de leur donner le plaisir de sa peur. Elle est quelconque, hein? Lance d'une voix traînante un homme gras durant devant. C'était Lord Beaverstock, un veuf avec 3 épouses mortes derrière lui. Il avait une réputation que Soric n'aurait pas souhaité à un chien. Eh bien, une femme quelconque procrée aussi bien qu'une jolie, et s'en plaint moins. J'en donne 20 livres. 20 livres sont offertes, dit le commissaire-priseur. Quelque chose bougea dans la poitrine de Soric, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Il connaissait Beaverstock. Tout le monde connaissait Beaverstock. Il savait ce qu'il advenait des femmes qui rentraient chez Beaverstock. Il regarda la silhouette droite et immobile sur l'estrade, qui refusait de trembler. Et il s'entendit dire, de cette voix froide et portante qui réduisait les salles au silence, 200. Toute la salle dorée se retourna. 200 livres, c'était une absurdité, une fortune. 10 fois ce que n'importe quelle femme au visage quelconque avait rapporté ce soir-là. Beaverstock se tortilla sur sa chaise. Son visage gras devint flasque quand il vit qui avait parlé, puis méfiant. La bouche du commissaire-priseur était tombée, et sur l'estrade, la femme voilée devint très immobile. Plus immobile qu'avant, si c'était possible. Puis, lentement, délibérément, elle tourna son visage caché vers le coin où Soric était assis. Et il eut de nouveau, plus fortement, le sentiment d'être regardé, pesé, lu. 200 de sa grâce de Noquet-Burrell, parvint à dire le commissaire-priseur. Est-ce que j'entends? Vous n'entendez rien,
dit Sorik en se levant. Et la salle recula devant lui, comme les salles le faisaient toujours. Vous n'entendez rien de plus. J'ai offert 200 livres pour la garde de la numéro 11, et j'offrirai 2000 si un homme dans cette salle est assez fou pour m'y forcer. Y a-t-il un homme? Il regarda Beaverstock. Beaverstock regarda le motif du tapis. Non, je m'en doutais. Rédigez l'accord. Je le signerai ce soir, et elle partira avec moi ce soir. Et si j'entends le moindre commérage sur sa famille ou sa personne dans cette salle après notre départ, je connaîtrai le nom de chaque homme présent. Et j'en ferai mon affaire. Bonsoir. Cela fut fait en 10 minutes. Il ne négocia pas la dot. Il doubla ce que son avocat lui conseillait et la rendit irrévocable en son nom propre, quel que soit son nom, car il avait vu trop de ces arrangements laisser la femme sans rien si l'homme se lassait d'elle. Et quoi qu'il fût, il ne serait pas cet homme-là. Il signa. La femme voilée lui fut amenée à la porte, toujours voilée. Une accompagnatrice au visage dur dit « Vous voudrez voir son visage avant de l'emmener. Votre grâce. Certains messieurs préfèrent. C'est autorisé. » « Ce n'est pas nécessaire, dit Sorik. C'est l'usage. Je n'ai pas demandé ce qui était d'usage. » Il regarda la femme voilée qui se tenait maintenant à côté de lui, assez près pour qu'il puisse entendre sa respiration régulière et sentir le savon simple avec lequel elle s'était lavée. Et un léger parfum vert d'une herbe, du romarin peut-être, qu'elle devait garder parmi ses vêtements. « Madame » dit-il. Et il était conscient que sa voix avait changé, s'était adoucie, sans qu'il puisse dire pourquoi. « J'ai acheté votre garde, ce qui est une chose barbare à dire d'une autre âme. Et j'ai honte de la pièce où nous nous trouvons, et du commerce qui s'y fait. Mais je vais vous dire clairement ce que j'ai acheté et ce que je n'ai pas acheté, pour que vous n'ayez pas à passer le trajet en calèche dans la peur. Je vous ai acheté un foyer, et mon nom, et une dot qui est vôtre pour toujours, et ne peut être reprise, quoi qu'il advienne de nous. Je n'ai pas acheté votre visage, que je n'ai pas vu, et je ne demanderai pas à le voir, tant que vous ne choisirez pas de le montrer. Je ne vous ai pas acheté. Vous aurez vos propres appartements, votre propre porte et votre propre clé. Et personne, moi le dernier, ne vous dérangera derrière elle. J'ai vu que vous ne trembliez pas sur cette estrade, et je ne voulais pas vous voir livré à un homme qui vous apprendrait à le faire. C'est là toute ma raison. Voulez-vous venir? Il y eut un silence. Puis, de derrière le lourd voile, d'une voix basse, claire, éduquée et étonnamment stable, la femme dit « Vous avez fait un très beau discours, votre grâce, pour un homme qui vient d'acheter une femme aux enchères. J'avoue que je ne m'attendais pas à un discours. Je m'attendais à être regardé, palpé et ramené chez vous en silence, vers ce que vous pensiez avoir acheté. Je m'étais préparé à tout cela. Je ne m'étais pas préparé à la gentillesse. Je trouve que c'est bien plus difficile à supporter que le reste, curieusement. On est blindé contre la cruauté. On n'est jamais blindé contre quelqu'un qui vous parle comme si vous étiez encore une personne. Une pause. Et il entendit sa respiration devenir inégale une fois, juste une fois, puis se stabiliser à nouveau. Oui, je viendrai. Bien que je doive vous avertir avant que vous ne dépensiez vos 200 livres. Vous avez presque certainement fait une mauvaise affaire. Et quand vous apprendrez ce que vous avez réellement acheté, vous souhaiterez avoir laissé Lord Beaverstock m'avoir pour ces 20 livres. Je ne suis pas ce que le commissaire-priseur a dit. Je ne suis pas quelconque. Et je ne suis pas d'un tempérament calme. Et je ne suis pas, votre grâce, le moins du monde confortable. Je suis en réalité une source de très gros ennuis. Et vous venez, avec une grande galanterie et à un coût énorme, de les ramener tous chez vous. Et le duc de Noqueberel, qui n'avait pas ri depuis près de 3 ans, sentit le coin de sa bouche froide bouger malgré lui. Il offrit son bras à l'étrangère voilée et dit « Alors, nous nous entendrons bien, car on m'informe de sources sûres que je suis l'homme le plus froid et le plus désagréable d'Angleterre. Et une femme, qui est une source de très gros ennuis, est exactement ce que ma tante me dit que je mérite. Venez. Ma calèche est à la porte, et plus vite nous serons sortis de cette pièce affreuse, mieux nous nous porterons tous les deux. » Elle garda son voile dans la calèche. Il s'était à moitié attendu à ce qu'elle le soulève, une fois seule dans la boîte sombre, tandis que les roues cliquetaient sur les pavés. Mais elle ne le fit pas, et Sorik découvrit qu'il la respectait d'autant plus pour cela. Elle montrerait son visage quand elle le choisirait, sur son propre terrain, pas parce qu'un homme avait payé pour le privilège de le voir. Ils voyagèrent dans un silence qui n'était pas inconfortable. De temps en temps,
La flamme de la torche d'un porteur de lanterne de passage éclairait l'intérieur. Il voyait alors la tête voilée, tournée vers la fenêtre, regardant Londres défiler. Et il se demandait à quoi elle pensait, cette femme qu'il avait achetée. Si elle avait peur, après tout, sous son calme apparent. Si elle pleurait ce qui l'avait amenée sur cette estrade. « Vous avez dit que vous n'étiez pas ce que le commissaire-priseur a dit, » lança-t-il enfin dans l'obscurité. « Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas. Mais s'il y a quelque chose que je devrais savoir, quelqu'un qui pourrait venir vous chercher, des ennuis qui pourraient vous suivre jusqu'à ma porte, je préférerais le savoir maintenant, plutôt que d'être surpris plus tard. Je n'aime pas les surprises. » La femme voilée resta silencieuse un moment. « Il y a un homme qui pourrait venir me chercher, dit-elle. Mon tuteur, le cousin de mon père. Il m'a recueilli à la mort de mon père. Et il a passé 2 ans à essayer de me marier à un de ses associés. Un homme de 60 ans avec une fortune dans la tannerie et un sale caractère. Parce que la dot offerte était généreuse et que mon tuteur est avide. J'ai refusé. Refuser ne m'a servi à rien. Une pupille n'a pas le pouvoir de refuser. Quand la publication des bans a eu lieu il y a 1 mois, je me suis enfui. J'avais un peu d'argent que ma mère avait cousu dans un ourlet. Assez pour 15 jours dans une chambre bon marché. Quand il a été épuisé, je suis allé dans ces salons de Mayfair. Je me suis fait inscrire comme une dame quelconque sans perspective particulière. Je me suis voilé, et je les ai laissés me décrire comme ils voulaient. Parce que je me suis dit que n'importe quel mari, même un mauvais, choisi au hasard lors d'une vente aux enchères, valait mieux que le tanneur choisi pour moi par un tuteur avide, qui savait ce qu'était cet homme, et qui m'a vendu à lui quand même. Au moins, la vente aux enchères était une loterie. Je pouvais tirer un homme gentil, je pouvais tirer un homme cruel, mais ce serait mon choix, le premier choix de toute ma vie qui serait le mien, et non fait pour moi. Une pause. J'ai tiré un duc qui fait des discours. J'avoue que c'est plus que ce que j'espérais. Et votre tuteur pourrait venir. Il le pourrait. Je n'ai plus grande valeur pour lui, maintenant que je suis marié ailleurs et que je ne peux plus épouser son tanneur. Mais c'est un homme rancunier, et je l'ai embarrassé en m'enfuyant. Il pourrait venir créer des ennuis par dépit, ou pour voir s'il y a de l'argent à se faire, ou simplement pour avoir le plaisir de m'effrayer. Je ne sais pas. Je suis désolé de l'avoir amené à votre porte, votre grâce. C'est exactement le genre d'ennui dont je vous avais prévenu. « Qu'il vienne !» dit Soric, et il y avait dans sa voix une note qui avait intimidé des hommes plus durs que n'importe quel tuteur avide. J'ai une petite expérience en matière d'intimidation. Votre tuteur découvrira que quelle que soit la valeur que vous aviez pour lui, vous en avez beaucoup plus pour moi, et que la pupille par mariage d'un duc n'est pas une chose avec laquelle un cousin de province avec un tanneur dans sa poche peut jouer. Oubliez-le. S'il vient, je m'occuperai de lui. Et vous n'aurez même pas à être dans la pièce. C'est une chose que je peux vous promettre ce soir, quoi qu'il reste d'incertain entre nous. Il sentit plus qu'il ne vit la femme voilée se tourner vers lui dans le noir. « Pourquoi ?» dit-elle. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez même pas vu mon visage. Vous avez payé une fortune pour éloigner une étrangère d'un gros lord. Et maintenant vous proposez de combattre mon tuteur, et vous m'avez promis une porte avec une clé. Les hommes ne sont pas gentils avec les femmes comme moi, votre grâce. Les femmes sans argent et sans protecteur. J'ai très bien appris cette leçon ces 2 dernières années. La gentillesse a toujours un prix caché quelque part. Quel est le vôtre? Dites-le-moi maintenant, dans le noir, où je n'ai pas besoin de voir votre visage quand vous le direz. Que voulez-vous vraiment? Soric resta silencieux un long moment, parce que c'était une question juste, et parce que la réponse honnête le surprit lui-même. Je veux, dit-il lentement, avoir fait, juste une fois dans ma vie, une chose purement décente, sans raison et sans récompense. J'ai été un homme dur pendant longtemps. Je n'ai pas commencé dur. Le monde m'a rendu ainsi, de la manière ordinaire dont le monde rend un homme dur, un père froid, une saison passée à être chassé pour mon titre, par des gens qui ne se souciaient pas de moi le moins du monde. Des fiançailles rompues il y a longtemps avec une femme qui voulait la couronne et non l'homme, et qui ne s'est pas donné la peine de le cacher une fois qu'elle l'avait obtenu. Et puis, quand j'ai rompu, elle a passé 1 an à dire à tout Londres que j'étais un monstre, ce qui était plus facile à croire pour tout le monde que la vérité. Alors je les ai laissés le croire. J'ai été le froid duc de Noke Burrell pendant 10 ans,
Et je me suis tellement habitué à être craint que j'avais presque oublié qu'il y avait une autre façon de se mouvoir dans le monde. Et puis je me suis assis dans cette pièce affreuse ce soir, avec pour seule intention de confirmer mon mépris pour tout cela. Et j'ai vu une femme qui refusait de trembler, sur le point d'être vendue à Beaverstock. Et quelque chose en moi, quelque chose que je pensais mort depuis des années, s'est levé avant que j'ai décidé de le faire, et a offert 200 livres. Je ne l'ai pas planifié. Je ne le comprends pas entièrement. Mais si vous me demandez le prix de ma gentillesse, madame, la réponse honnête est qu'il n'y en a pas. Parce que ce n'était pas un calcul. C'était la dernière partie vivante de moi, agissant de son propre chef, sans ma permission. Je n'ai rien voulu de vous. J'ai acheté votre garde pour vous garder, et pour aucune autre raison. Et si c'est difficile à croire, je ne vous en blâme pas, car j'y crois à peine moi-même. La calèche continua de cahoter. Puis, dans l'obscurité, il entendit le son le plus doux, une respiration prise et relâchée de manière instable. Et la femme voilée dit très bas, « C'est la chose la plus triste et la plus gentille que quelqu'un m'ait dite en 2 ans, et je ne sais pas quoi en faire. J'avais préparé toute mon armure, vous voyez. Je savais comment être courageuse contre Beaverstock, contre mon tuteur et contre un tanneur de 60 ans. Je ne sais pas comment être courageuse contre un homme qui me dit qu'il a enchéri sur moi parce que la dernière partie vivante de lui ne pouvait pas faire autrement. Vous m'avez complètement décontenancé, votre grâce, et nous ne sommes même pas encore à votre porte. » Ils arrivèrent à sa porte moins d'1 heure plus tard. Knowkborough House, haute, sombre et silencieuse derrière ses grilles, dans le plus beau square de Londres. Les domestiques, réveillés et surpris, trouvèrent leur maître rentré à minuit avec une femme voilée à son bras, et des instructions données de la voix froide qui ne souffrait aucune question. La dame était la nouvelle duchesse de Knowkborough. Les meilleurs appartements devaient être ouverts et chauffés pour elle. Elle devait avoir une femme de chambre, une clé et tout ce qu'elle demanderait sous le ciel. Et le premier domestique qui ferait des commérages sur la manière de sa venue serait renvoyé sans référence. Puis quand l'agitation fut passée, que les pièces se réchauffaient et que la maisonnée s'était retirée dans un bourdonnement d'étonnement, le duc de Knowkborough se tint avec l'étrangère voilée dans le grand hall froid de sa maison, et il ne sut pas trop quoi faire d'elle, ni de lui-même. « Je vous ai fait rester debout toute la nuit, » dit-il, maladroit pour la première fois depuis des années. « Vous devez être épuisé. Vos appartements seront bientôt prêts. Il n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire, je pensais ce que j'ai dit. Votre porte, votre clé. Je ne vous dérangerai pas. Dormez, et le matin, nous verrons comment 2 étrangers doivent être mariés, je suppose. Je n'en ai pas plus d'idées que vous, peut-être moins. » La femme voilée se tenait au milieu de son hall froid, et pour la première fois de la nuit, elle hésita. Puis elle leva lentement les mains et les posa sur le bord de son lourd voile. Sorek comprit ce qu'elle s'apprêtait à faire, et resta très immobile, retenant à peine sa respiration. « Vous avez dit que vous ne demanderiez pas à voir mon visage avant que je ne choisisse de le montrer, » dit-elle. « Je choisis de le montrer. Non pas parce que vous l'avez mérité, bien que ce soit le cas, mais parce que je suis fatigué, votre grâce. Si fatigué de me cacher derrière un voile et d'être décrite par les autres comme quelconque, calme et confortable. Rien de tout cela ne me correspond. Vous avez été honnête avec moi dans le noir. J'aimerais être honnête avec vous à la lumière. Voici mon visage. C'est ce que vous avez acheté et que vous n'avez pas demandé à voir. Et je veux que vous le voyiez maintenant, alors que c'est mon choix et non celui du commissaire-priseur. » Et elle rejeta le voile sur sa tête et le laissa tomber derrière elle. Et elle tourna son visage vers la lumière du seul chandelier du hall. Et le duc de Knowkborough oublia complètement comment parler. Elle n'était pas quelconque. Ce fut la première pensée de Sorek, et c'était si loin de la vérité que c'en était presque une blague, car la femme qui se tenait dans son hall froid, le voile tombé derrière elle, était tout simplement l'une des plus belles créatures qu'il ait jamais vues. Et belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la joliesse des salles de bal qu'on lui avait jetées au visage pendant 10 ans. Elle avait un visage fin et grave, pâle de ces mois difficiles, avec un front large et clair, une bouche douce et ferme, et des yeux d'un bleu profond surprenant, bordés de cils sombres. Des yeux qui le regardaient maintenant fixement, un peu avec défi, comme s'il le mettait au défi d'être déçu. Ses cheveux, libérés du voile, étaient de la couleur du miel foncé, se défaisant de leurs simples épingles.
Elle était, pensa-t-il, et cette pensée le troubla profondément, belle, et plus que belle. Car il y avait une vie dans son visage, une intelligence et une assurance durement acquises, et sous tout cela, une grande lassitude qui faisait paraître la simple joliesse comme une chose peinte à côté d'elle. « Vous me dévisagez, votre grâce, dit-elle, et son menton se releva. Je vous avais prévenu. Vous avez enchéri sur du quelconque, et vous avez eu ceci. J'ai constaté que cela cause plus de problèmes aux hommes que la banalité ne l'a jamais fait. Ils ne peuvent pas décider s'ils doivent être satisfaits de leur marché ou en colère contre la tromperie. Lequel des deux sera-ce avec vous? » Sorek retrouva sa voix, bien qu'elle sortît plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Ni l'un ni l'autre, dit-il. Je ne suis ni satisfait ni en colère. Je suis, je l'avoue, quelque peu décontenancé, madame, mais pas pour la raison que vous supposez. Je n'ai pas enchéri sur du quelconque parce que je voulais du quelconque. J'ai enchéri parce que vous refusiez de trembler, et parce que Beaverstock était cruel, et je vous ai dit que ce n'était pas un calcul. Si vous aviez levé ce voile pour me montrer un visage quelconque, j'aurais été exactement aussi heureux de mon marché que je le suis maintenant, parce que votre visage n'a jamais été le marché. Mais je n'insulterai pas votre intelligence en prétendant que je ne vois pas ce qui est devant moi. Vous êtes belle, cela ne change rien à ce que je vous ai promis. Votre porte, votre clé, aucun ennui de ma part. Mais je ne veux pas que vous pensiez que j'ai levé le voile et que j'ai été déçu, car c'est le contraire qui est vrai, et je découvre que je préfère être honnête avec vous plutôt que d'être en sécurité. Il fit une pause, puis, parce que la question ne voulait pas rester en suspens, pourquoi l'avez-vous caché? Une belle femme rapporte une fortune dans ses salons. Ils l'ont dit eux-mêmes. Les jolis partent cher. Vous auriez pu vendre votre garde à un homme riche et gentil pour une grosse somme, ouvertement, sans jamais vous voiler. Pourquoi vous présenter comme quelconque? Bon marché et indésirable. La duchesse de Noquet-Burrell, car c'est ce qu'elle était maintenant, bien qu'aucun d'eux ne s'y soit encore tout à fait habitué, alla vers le foyer froid et resta à regarder les cendres mortes. Et quand elle parla, sa voix était basse, fatiguée et très claire. « Parce que je ne voulais pas être achetée pour mon visage, dit-elle. J'ai été appréciée pour mon visage toute ma vie, votre grâce, et cela ne m'a apporté que du chagrin. Mon tuteur, le tanneur, me voulait pour ça. Une jeune et jolie femme à exhiber à 60 ans comme une chaîne de montre. Les hommes de ces salons, qui prisent la beauté, sont précisément les hommes qu'une femme devrait le plus craindre. Un homme qui paye une fortune pour un joli visage croit qu'il en a acheté le droit, ainsi que celui sur la femme derrière, entièrement. J'avais assez vu ce que de tels hommes font. Alors j'ai raisonné froidement, comme on apprend à raisonner quand on n'a plus rien d'autre. J'irai voiler et je les laisserai me dire quelconque, pour que le seul homme qui enchérirait pour moi soit un homme qui ne se souciait pas du tout d'un visage, un homme qui voulait une femme calme et confortable, qui ne demandait rien, ou un homme trop pauvre pour s'acheter une jolie femme. Ou, et sur ce point j'osais à peine l'espérer, un homme assez décent pour enchérir sur une personne quelconque et tremblante pour ses propres raisons. La banalité était un tamis, votre grâce. Je me suis rendu indésirable exprès pour filtrer tous les hommes qui me voulaient pour la mauvaise raison. J'aurais préféré rentrer chez moi avec un pauvre employé gentil qui aurait misé ses 20 dernières livres sur une femme quelconque parce qu'il était seul, plutôt qu'avec un homme riche qui achetait une beauté parce qu'il les collectionnait. Elle se détourna du foyer et le regarda. Et il y avait quelque chose de brut et de sans défense dans son visage maintenant. J'ai filtré toute la salle, et ce qui est passé à travers le tamis, c'était vous. Un homme qui n'a pas demandé à voir mon visage. Un homme qui a offert une fortune et m'a ensuite dit qu'il ne m'avait pas acheté, seulement ma garde. Je ne pensais pas qu'un tel homme existait. J'avais cessé d'y croire il y a quelque temps. Et vous voilà, debout dans votre hall froid, l'air décontenancé. Je ne sais pas si je dois y croire ou m'enfuir, et je suis trop fatigué pour faire l'un ou l'autre. Alors, j'ai enlevé mon voile à la place, et je vous ai dit la vérité. Je suppose que nous verrons bien. Sorek se tenait au milieu de son propre hall et regardait cette femme belle, lasse, férocement intelligente qui s'était rendue quelconque exprès pour filtrer les cruels, et qui, de tout le marché du mariage pourri de Londres, l'avait filtré, lui. Et il sentit quelque chose se fissurer et bouger dans les fondations froides de son être, une pierre de soutien
qu'il avait mise en place il y a 10 ans et qu'il pensait permanente. « Je ne connais même pas votre nom, dit-il doucement. J'ai acheté votre garde, je vous ai ramené chez moi, et j'ai fait de vous une duchesse. Et je ne connais pas votre nom. » Le commissaire-priseur a dit numéro 11. « Je ne vais pas appeler ma femme numéro 11. » Elle faillit sourire. « Caris, dit-elle. Caris Danvers. Mon père était Monsieur Owen Danvers, un gentilhomme du Montgomeryshire, un érudit, pas riche mais respecté et gentil. Il est mort quand j'avais 19 ans et m'a laissé à son cousin parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et le cousin a passé 2 ans à essayer de me vendre. Caris Danvers, dites-le, votre grâce. Je n'ai pas entendu mon propre nom prononcé avec gentillesse depuis si longtemps que j'ai commencé à me demander s'il était encore le mien. Caris, dit Soric, et la façon dont il le dit, bas et grave, et avec un soin qu'il n'avait accordé à rien depuis des années, acheva le peu de calme qui lui restait. Et il vit les larmes monter dans les yeux bleus surprenants, bien qu'elle les retint, ne les laissant pas tomber. Le dos droit près de son foyer froid. « Eh bien, dit-elle d'une voix mal assurée, voilà, maintenant nous sommes présentés. Comment allez-vous? Je suis votre femme, apparemment. Et je vous ai apporté un tuteur vengeur, beaucoup d'ennuis, et un visage qui vous causera d'interminables commérages. Et vous m'avez donné une porte avec une clé et dit mon nom comme s'il avait de l'importance. Je pense, votre grâce, que c'est soit le début du bonheur le plus étrange que l'un de nous ait jamais connu, soit la plus grosse erreur. Et j'avoue que je ne sais pas lequel, et je suis trop fatigué ce soir pour le découvrir. Puis j'allais me coucher. Vous pouvez aller vous coucher, Caris, dit Soric. Et le matin, nous commencerons à découvrir ce que c'est. Lentement, sans hâte et sans exigence, et avec une porte que vous pourrez fermer à clé contre moi chaque nuit de votre vie, si vous le souhaitez. Dormez. Vous êtes en sécurité ici. Quoique le reste soit incertain, et beaucoup de choses le sont, cela ne l'est pas. Vous êtes en sécurité dans cette maison. Je vous donne ma parole d'homme le plus froid d'Angleterre, ce qui vaut plus que vous ne le pensez, car je ne l'ai encore jamais rompu. Elle le regarda un long moment à travers le hall froid. Puis elle fit quelque chose qui arrêta son cœur. Elle traversa l'espace entre eux. Et elle prit sa main que personne ne touchait, qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait touchée avec tendresse. Et elle la leva brièvement, et pressa sa joue contre le dos de celle-ci une fois. Comme on le ferait avec quelque chose de précieux et d'inattendu. Puis elle la lâcha, et recula avant même qu'il puisse respirer. « Merci, dit Caris Danvers, de ne pas avoir demandé à voir mon visage. C'est la chose la plus gentille que l'on m'ait faite en 2 ans, et je ne l'oublierai pas. Quoi qu'il arrive. » Et elle prit une bougie et monta le grand escalier sombre de Knockborough House vers les pièces chaudes qui avaient été ouvertes pour elle. Laissant le duc seul dans son hall froid, le dos de sa main encore chaud, là où sa joue l'avait touché. Et avec la sensation extraordinaire, terrifiante, entièrement nouvelle d'un homme à qui l'on vient de donner par hasard, dans la pièce la plus laide de Londres, la seule chose qu'il avait depuis longtemps cessé de se permettre de désirer. Les premiers jours dans la maison furent une chose délicate. Comme 2 personnes apprenant à partager un bateau qu'aucune n'avait construit. Caris restait dans ses appartements le matin et Soric dans son bureau. Ils se retrouvaient au repas avec la politesse méfiante d'étrangers réunis par les circonstances, chacun attendant de découvrir la cruauté de l'autre. Car tous 2 avaient appris, à leurs dépens, que la cruauté n'était jamais qu'une question de temps. Soric se surprenait à la regarder à la longue table, la façon dont elle mangeait encore avec l'économie soignée d'une femme qui avait connu la vraie faim. La façon dont ses yeux parcouraient les grandes pièces froides de Knockborough House, comme si elle en estimait le prix si tout tournait mal. La façon dont elle remerciait les domestiques par leur nom en moins d'1 semaine, et ne sonnait jamais une cloche à laquelle elle pouvait répondre elle-même. Elle était, pensa-t-il, une femme préparée à ce que le sol s'effondre, exactement comme il l'avait été pendant 10 ans. Et il y avait un étrange réconfort à reconnaître sa propre longue habitude portée par quelqu'un d'autre. La maisonnée ne savait que penser d'elle. Une duchesse achetée aux enchères dépassait l'expérience même des plus anciens domestiques. Et pendant quelques jours, ils la traitèrent avec la courtoisie rigide et excessive de personnes qui craignent un faux pas. Ce fut la gouvernante, Madame Peel,
Une femme formidable avec 30 ans de service qui changea d'avis la première. Et elle changea d'avis à cause d'une chose que Caris fit sans savoir qu'elle était observée. Une jeune servante, nouvelle et maladroite, laissa tomber et brisa un plat en porcelaine valant plus que son salaire annuel. Elle resta là, blanche et tremblante dans le couloir, certaine d'être renvoyée. Ed Caris, la trouvant, ne la gronda pas et ne passa pas son chemin. Elle s'accroupit parmi les éclats dans sa belle robe et aida la jeune fille à les ramasser. Et elle dit, doucement, qu'elle-même avait cassé beaucoup de choses dans des maisons où elle était pauvre et effrayée. Et qu'un plat tombé était un plat et non une affaire de pendaison. Et que la jeune fille devait dire que la duchesse l'avait fait tomber elle-même si quelqu'un demandait. Et de ne plus y penser. Madame Peel, qui avait tout vu du bout du couloir, s'en alla et dit à l'office que la nouvelle duchesse ferait l'affaire. Qu'elle avait plus de vraies qualités en elle que la moitié des dames de naissance que Madame Peel avait servies. Et après cela, la maison fut à Caris, tranquillement, entièrement, de la manière dont les maisons se gagnent non pas par le haut, mais par l'office. Sorek entendit parler du plat cassé par Madame Peel, qui le lui raconta avec une chaleur qu'elle montrait rarement. Et il alla trouver sa femme dans le petit salon du matin où elle avait pris l'habitude de s'asseoir. Il resta un moment sur le seuil avant qu'elle ne le remarque. « Vous avez aidé la servante à ramasser le plat cassé, » dit-il, « et vous lui avez dit de dire que c'était vous. » Caris leva les yeux, et une méfiance apparut sur son visage, le vieil air préparé. « Ce n'est pas permis? Je ne pensais pas. Elle était si effrayée, votre grâce, et ce n'était qu'un plat. Si j'ai outrepassé mes droits, si une duchesse n'est pas censée, vous n'avez pas outrepassé vos droits. » Il entra dans la pièce. « Caris, je ne vous reproche rien. J'essaie de vous comprendre, ce qui est une chose différente. Et je suis mauvais à ça, parce que je ne me suis pas donné la peine de comprendre qui que ce soit depuis longtemps. » Il s'assit en face d'elle, maladroitement. Cet homme froid et maîtrisé, rendu gauche par l'effort de la douceur. « Vous êtes dans ma maison depuis une semaine. Et en cette semaine, vous avez appris les noms des domestiques, gagné ma gouvernante, et réconforté une jeune fille effrayée. Et vous avez fait tout cela en me surveillant du coin de l'œil comme si vous vous attendiez à ce que je vous frappe pour ça. Je connais ce regard. Je le porte moi-même. C'est le regard d'une personne qui a appris que la gentillesse est punie, que faire le bien est un risque, que la chose la plus sûre est de ne rien donner et de ne rien attendre. Je l'ai porté pendant 10 ans. Je le porte un peu moins cette semaine, et je pense que c'est grâce à vous. Et je voulais vous dire, maladroitement, gauchement, parce que je ne sais pas comment dire de telles choses, que vous n'avez pas besoin de me surveiller du coin de l'œil. Je ne vais pas vous punir pour avoir été gentil avec une servante. Je vais en être heureux. Parce que cette maison a été froide pendant 10 ans, et vous en avez réchauffé un coin en une semaine. Et je ne savais pas, avant que vous n'arriviez, à quel point j'avais voulu qu'elle soit chaude. Caris le regarda un long moment à travers le salon du matin. Puis le regard préparé s'adoucit légèrement, et elle dit « Vous êtes un homme très étrange, votre grâce. J'ai connu des hommes cruels, et j'ai connu des hommes indifférents, et j'ai connu des hommes qui étaient gentils quand cela ne leur coûtait rien, et cruels dès que c'était le cas. Je ne pense pas avoir rencontré votre genre auparavant. Vous êtes froid à l'extérieur, et vous avez manifestement travaillé très dur pour l'être. Et en dessous, vous êtes, je ne sais pas encore tout à fait ce que vous êtes. Quelque chose qui a été blessé et qui a développé une coquille sur la blessure. Je pense comme une huître développe une coquille. Et je m'attends toujours à trouver la cruauté sous la coquille, car il y a toujours de la cruauté sous la coquille. Et à la place, je continue de trouver ceci. Un homme qui remercie sa gouvernante de lui avoir dit que sa femme était gentille. C'est désarmant, et je n'y crois pas encore. Et j'en suis désolé, parce que vous méritez qu'on vous fasse confiance, je pense. Et je ne suis tout simplement pas encore capable de le faire. Donnez-moi du temps. Je suis préparé à ce que le sol s'effondre depuis 2 ans. Il me faudra un peu de temps pour croire que le sol est solide. Mais je commence à le croire. Cette semaine, je commence à le croire. Prenez tout le temps que vous voulez, dit Sorek. Je n'en manque pas. Et je n'ai pas de meilleur usage à en faire que de vous prouver que le sol tiendra. J'ai passé 10 ans à me préparer au même effondrement, Caris. Je ne suis pas en position de vous presser. Nous le testerons ensemble, un peu à la fois. Et un jour, peut-être, nous regarderons tous les deux en bas et découvrirons que nous nous tenons sur un sol solide depuis des mois sans nous en rendre compte. J'aimerais ça. Je l'aimerais plus que je ne sais le dire.
Le visage n'était que le premier voile. C'est ce que Soric comprit au cours des semaines lentes et étranges qui suivirent. Caris Danvers avait levé le voile de filet dans son hall la première nuit, mais il y avait d'autres voiles, plus anciens et plus lourds, et elle les levait un par un, avec méfiance, testant chaque fois si le sol tiendrait. Le deuxième voile était son esprit. Il le découvrit 3 jours plus tard par accident. Il avait une grande bibliothèque à Noakborough House, la plus belle du square, et il la trouva là un matin gris, recroquevillée sur un siège de fenêtre avec un livre. Quand il entra, elle se leva coupablement, comme si elle avait été prise sur le fait. Elle commença à s'excuser d'avoir profité de ses étagères. Il lui dit de ne pas être absurde, que la bibliothèque était autant la sienne que la sienne, qu'elle pouvait se servir de tout ce qu'elle contenait. Et puis il vit quel livre elle tenait et s'arrêta. « C'est du grec. »« Oui, » dit Caris. « C'est un livre en grec, et vous le lisiez. Pas seulement le regarder, le lire. » Vos lèvres bougeaient. « Mon père était un érudit, votre grâce, » dit-elle, avec un retour de son ancienne défiance, le menton relevé. Il n'avait pas de fils, et il se sentait seul dans son bureau. Alors il m'a appris le grec, le latin, un peu d'hébreu, beaucoup de mathématiques, et tout ce qu'il aimait, parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui l'enseigner. Et j'étais vive et je l'aimais. Il disait que j'avais le meilleur esprit qu'il ait jamais rencontré, chez un homme ou une femme. Et puis il devenait triste, parce qu'il savait ce que le monde fait d'une femme intelligente, c'est-à-dire rien, ou pire que rien. Je l'ai caché la plupart du temps. Une dame pauvre sans fortune, et avec une langue bien pendue, est la créature la moins mariable d'Angleterre. Les hommes ne veulent pas être corrigés à la table du petit déjeuner par une femme qu'ils ne peuvent pas acheter. Mon tuteur, le tanneur, me l'aurait fait passer à coups de bâton en moins d'1 mois. Alors j'ai appris à cacher ça aussi, avec mon visage. Être quelconque, calme et confortable, vous vous souvenez? Visage quelconque et esprit quelconque. Les deux un mensonge, les deux un bouclier. Elle posa le livre. Je suppose que maintenant vous souhaiteriez en avoir acheté une stupide. Les hommes le font toujours à la fin. Mon père était le seul homme qui ait jamais été heureux de mon esprit, et il est mort. Soric traversa la bibliothèque, ramassa le livre qu'elle avait posé et regarda le grec. Il pouvait le lire, ayant eu l'éducation d'un duc. Mais il n'avait jamais rencontré de femme qui le pouvait. Et puis il fit la chose que Caris lui dit, bien plus tard, être le moment où elle commença à l'aimer. Bien qu'aucun d'eux ne le sût alors, il ne la loua pas, et ne s'émerveilla pas d'elle comme d'une curiosité de foire. Et il ne tressaillit pas. Il s'assit en face d'elle sur le siège de la fenêtre, ouvrit le livre et dit, « Ce passage, ici, j'ai toujours pensé que l'ancienne traduction en faisait un gâchis. Elle le rend pieux là où le grec est en colère. Qu'en pensez-vous? Vous le lisiez quand je suis entré. Dites-moi comment vous le traduiriez en anglais. Et voyons si vous êtes aussi bonne que votre père le pensait, ou s'il était un parent affectueux flattant sa fille. » Et Caris Danvers le regarda un long moment, étonné, comme s'il lui avait parlé dans une langue qu'elle avait perdu tout espoir d'entendre à nouveau. Puis elle reprit le livre, pencha sa tête couleur de miel sombre sur celui-ci, et elle lui dit précisément, férocement et correctement, comment elle traduirait le grec en colère, en anglais en colère. Et elle était meilleure que son père ne l'avait pensé. Et Soric contesta un point avec elle, et perdit. Il en contesta un autre, et gagna à moitié. Et la matinée grise passa inaperçue. Et quand la cloche du déjeuner sonna, ils sursautèrent tous les deux, comme s'ils se réveillaient. Ed Caris dit, avec de l'émerveillement dans la voix, « Nous y sommes depuis 2 heures. Vous avez débattu de grec avec moi pendant 2 heures. Votre grâce, je ne pense pas que vous compreniez ce que vous avez fait. Personne n'a débattu de quoi que ce soit avec moi depuis la mort de mon père. On me parle, ou on me parle de haut, ou on parle de moi. Personne ne débat. Car débattre, c'est prendre l'esprit d'une femme assez au sérieux pour être en désaccord avec lui. Vous avez été en désaccord avec moi sur l'aoriste pendant 20 minutes. Je pourrais en pleurer. S'il vous plaît, ne pleurez pas pour l'aoriste, dit Soric, qui se découvrait une tendance alarmante à vouloir la faire rire. Il ne mérite pas vos larmes. C'est un temps parfaitement horrible, et je l'ai toujours détesté. Mais je débattrai avec vous à ce sujet chaque matin, pour le reste de ma vie, si cela vous plaît. Et je perdrai plus souvent que je ne gagnerai, parce que vous êtes plus intelligente que moi, et nous le savons tous les deux. Et je trouve, cela me surprend beaucoup, Caris.
Je trouve que cela ne me dérange pas. J'ai passé 10 ans à être l'esprit le plus puissant dans chaque pièce où j'entrais. Et c'était froid et solitaire. Et je ne savais pas que c'était solitaire jusqu'à ce matin, quand je me suis assis à une fenêtre et que j'ai été battu au grec par ma femme. Et que j'ai apprécié cela, plus que tout ce que j'ai fait depuis des années. C'était le deuxième voile. Le troisième prit plus de temps, et c'était le plus profond. Et il ne se leva pas par choix. Il fut arraché quelques semaines plus tard par l'arrivée à Knockborough House des ennuis exacts dont Caris l'avait prévenu. Il arriva par un après-midi pluvieux, M. Prosser, le tuteur, le cousin avide. Un homme maigre et aigri, dans un bon manteau, qui ne lui allait pas. Avec la fanfaronnade offensée d'un petit tyran qui a été contrarié et qui a l'intention de se faire payer pour cela. Soric avait laissé des ordres pour que, si un tel homme venait, il soit admis immédiatement et que Caris soit tenu à l'écart. C'est donc à Soric seul que Prosser fut présenté dans la bibliothèque froide. Et Soric le reçut debout, le dos au feu et le visage comme l'hiver, et il le laissa s'épuiser en fanfaronnade. Prosser fanfaronna beaucoup. Il parla de ses droits en tant que tuteur, de la disgrâce d'une pupille s'enfuyant pour se vendre aux enchères, de la fureur justifiée du tanneur et de la dot que Prosser avait ainsi perdue, du scandale qu'il pourrait soulever, l'histoire qu'il pourrait raconter aux journaux sur le froid duc de Noquet-Burrell et la mariée des enchères, la façon dont il pourrait ruiner le nom de la jeune fille et celui du duc avec, à moins que, et là il en vint au fait, comme de tels hommes en venaient toujours au fait. À moins qu'un arrangement ne puisse être trouvé, une compensation, une reconnaissance de ce que M. Prosser avait perdu et pourrait encore, par bonté de cœur et contre une contrepartie, accepter de taire. Soric le laissa finir. Puis il dit très doucement, « Combien le tanneur vous a-t-il offert pour elle ?» Prosser hésita, sentant l'argent. 800 livres au mariage. Un prix juste, généreux. Vous auriez vendu une jeune fille de 21 ans, la fille de votre propre cousin laissée à vos soins, à un homme de 60 ans au caractère connu pour 800 livres. La voix de Soric ne s'éleva pas. Elle ne s'élevait jamais. C'est ce qui la rendait terrible. Vous l'auriez livrée au seuil d'une maison que vous saviez être cruelle. Vous auriez empoché l'argent et appelé cela votre droit de tuteur. Et maintenant qu'elle vous a échappé et s'est mariée mieux que vous n'auriez pu le rêver, vous êtes venu dans ma maison, Prosser, pour menacer sa bonne réputation et la mienne, à moins que je ne vous paye pour le plaisir de la laisser tranquille. Ai-je bien compris? Je détesterais vous faire une injustice. Quelque chose dans le calme de sa voix avait commencé à effrayer Prosser. Maintenant, votre grâce, il n'y a pas lieu de le dire si durement. Il y a toutes les raisons, dit Soric, de le dire exactement ainsi, parce que c'est exactement ce que vous avez fait. Et il s'éloigna du feu, sans se presser, et Prosser recula malgré lui. Écoutez-moi très attentivement, Monsieur Prosser, car je ne le dirai qu'une fois. Vous allez quitter cette maison. Vous retournerez dans le Montgomeryshire. Vous n'écrirez jamais à ma femme, ne parlerez jamais d'elle, et ne vous approcherez plus jamais à moins d'un comté d'elle, tant que vous vivrez. Et si j'entends le moindre murmure de l'histoire que vous venez de menacer de raconter dans un journal, dans un café, dans un office de domestique, je ne vous paierai pas un sou pour l'arrêter. Je ferai quelque chose de bien plus efficace. J'offrirai de mon affaire personnelle d'enquêter à fond, avec des avocats, sur chaque détail de votre tutelle de Mademoiselle Caris Danvers. Sur les comptes que vous avez tenus de la succession de son père, qui, je le soupçonne fortement, ne supporteront pas l'examen. Sur les 800 livres que vous avez contractés pour la recevoir. Sur chaque chose minable, avide et attaquable en justice que vous avez faite à une jeune fille laissée orpheline à vos soins. Je suis un duc, Prosser. J'ai les meilleurs avocats d'Angleterre, et je ne vous apprécie pas. Menacez ma femme à nouveau, et je dépenserai tout ce qu'il faudra pour vous voir devant un tribunal, puis dans une prison pour dette. Et je considérerai chaque shilling de cette somme comme de l'argent extrêmement bien dépensé. Maintenant, sortez de ma maison. Et remerciez le Dieu que vous priez que je sois un homme plus froid que je ne le suis en ce moment, ou je ne vous laisserai pas en sortir en marchant. Prosser sortit de la maison. Il sortit très vite, les lèvres blanches. Et Soric se tint à la fenêtre de la bibliothèque et regarda sa calèche de location s'éloigner dans la pluie. Et il se rendit compte, alors qu'elle disparaissait, qu'il n'était pas seul.
que Caris se tenait sur le seuil de la bibliothèque, ayant désobéi à son ordre de rester à l'écart, ayant entendu. Il comprit tout de suite, à son visage, l'ensemble de la situation. « Je vous avais dit de rester à l'écart de lui, » dit Sorik. « Je sais, » dit Caris. Elle entra lentement dans la bibliothèque, ses yeux bleus très brillants. Je ne pouvais pas. J'ai entendu sa voix depuis l'escalier et je n'ai pas pu me forcer à monter. Alors je suis resté dans le couloir et j'ai écouté. Et j'ai tout entendu. Les 800 livres, le Tanner et le journal dont il a menacé, et puis je vous ai entendu. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Je vous ai entendu lui dire que vous le ruineriez avant de le laisser me ruiner. Je vous ai entendu dire « ma femme », pas la jeune fille, pas la femme que j'ai achetée. Ma femme, comme si c'était une chose qui valait la peine d'être défendue. Comme si j'étais une chose qui valait la peine d'être défendue. Et vous l'avez fait, alors que vous pensiez que j'étais en sécurité à l'étage et que je ne pouvais pas entendre. Vous l'avez fait sans public, votre grâce. Les hommes sont galants quand une femme regarde. N'importe quel homme peut être galant alors. Vous avez été galant quand vous pensiez que personne ne regardait. C'est une chose entièrement différente. C'est la chose que j'ai cherchée toute ma vie sans connaître son nom. Sorik découvrit qu'il ne pouvait pas tout à fait soutenir son regard. Il s'était habitué au fil des semaines à son intelligence, son esprit et sa méfiance. Il n'était pas préparé à ce qu'elle le regarde ainsi, ouvertement, sans aucune défense. « Il vous a effrayé », dit-il brusquement, se retournant vers la fenêtre. « Je ne voulais pas qu'il vous effraie sous mon propre toit. Ce n'était rien. C'était le moins qu'un homme puisse faire. » Ce n'était pas rien, et ce n'était pas le moins, dit Caris, et sa voix n'était pas tout à fait stable. Vous ne comprenez pas. Comment pourriez-vous comprendre ce que c'est pour une femme qui a été vendue, menacée et marchandée toute sa vie, de se tenir dans un couloir et d'entendre un homme promettre de dépenser son dernier sou pour la protéger, alors qu'il pense qu'elle ne peut pas l'entendre et qu'il n'y a rien à gagner à le dire. J'ai été traité comme une chose à vendre depuis mes 19 ans, votre grâce. Et en un après-midi, vous avez fait de moi une personne pour qui quelqu'un se battrait. Je ne pense pas que vous sachiez ce que vous avez fait. Je ne pense pas que vous sachiez ce que vous êtes. Elle s'approcha, et Sorik se força à se retourner et à lui faire face. Et son visage était mouillé maintenant. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines se déversant enfin, et elle ne les essuya pas. J'ai enlevé des voiles pour vous depuis un mois, un par un, toujours préparé au moment où vous tressailliriez. Le voile de mon visage, et vous n'avez pas tressailli. Le voile de mon esprit, et vous avez débattu de grec avec moi au lieu de reculer. Et j'ai continué à attendre le tressaillement, parce qu'il vient toujours. Il y a toujours un moment où un homme décide qu'une femme intelligente, belle, féroce et gênante ait plus de problèmes qu'elle n'en vaut la peine, et la remet dans sa boîte. Et il n'est pas venu. Et tout à l'heure, j'ai entendu à travers un mur votre défense contre mon tuteur, avec une fureur que je n'ai jamais entendu un homme dépenser pour moi. Et j'ai compris que ça n'arrivera pas, qu'il n'y a pas de tressaillement en vous. Que vous êtes, contre toute évidence de votre froide réputation et de votre visage divers, l'homme le plus sûr près duquel je me sois jamais tenu. Et je ne savais pas que j'étais encore capable de me sentir en sécurité. Et cela m'a complètement brisé. Et je pleure dans votre bibliothèque, et je ne peux pas m'arrêter. Et je n'en suis même pas désolé, Caris. La propre voix de Sorik était instable maintenant, lui qui n'était jamais instable. Vous ne devez pas pleurer, je ne peux pas le supporter. Dites-moi quoi faire et je le ferai. J'ai fait fuir votre tuteur. Je ferai fuir n'importe quoi. Seulement, ne pleurez pas. Vous ne pouvez pas faire fuir ceci, dit-elle, riant à moitié à travers les larmes. Ce n'est pas de la peur. Homme stupide, froid et magnifique. C'est le contraire de la peur. Je pleure parce que j'ai cessé d'avoir peur après 2 ans, après une vie entière. Et l'arrêt fait plus mal que la peur ne l'a jamais fait, parce qu'il laisse tout sortir d'un coup. Elle s'essuya les yeux avec le talon de sa main, un geste simple et peu distingué, et leva les yeux vers lui et dit « Je vais dire une chose maintenant, et je veux que vous me laissiez la dire en entier avant de répondre. Parce que cela m'a pris 1 mois pour être assez courageuse, et si vous m'interrompez, je perdrai mon courage. Je ne vous ai pas épousé, soyons honnêtes. Vous avez acheté ma garde aux enchères pour me sauver d'un gros lord, par le dernier coin décent de vous-même, et je vous ai laissé faire pour me sauver d'un tanneur. Et nous étions des étrangers,
Et c'était un marché et non un mariage. Mais c'est devenu un mariage, votre grâce, sans qu'aucun de nous ne décide que ce devait être le cas. Quelque part entre le voile, le grec et les 800 livres, ça a cessé d'être un marché. Je suis tombée amoureuse de l'homme le plus froid d'Angleterre, qui n'est pas froid du tout, qui est seulement un homme qui a été blessé jeune et qui s'est appris à ne pas vouloir de choses pour qu'on ne puisse pas les lui prendre. Je connais ce regard, je le porte moi-même. J'ai construit le même mur avec des pierres différentes. Et je ne veux plus de la porte avec la clé. Je l'ai fermée à clé contre vous chaque nuit comme vous m'avez dit que je pouvais le faire. Et chaque nuit, je suis resté éveillé de l'autre côté en souhaitant ne pas l'avoir fait. Et j'en suis fatigué. C'est le dernier voile, votre grâce. C'est celui qui est sous tous les autres. Je vous aime, et je ne veux pas d'un marché, je veux un mariage, un vrai. Et je l'ai dit maintenant, tout. Et vous pouvez répondre. La pluie coulait sur les hautes fenêtres de la bibliothèque. Sorik se tenait devant son feu, 10 ans de froideur, de retenue et de soin à ne rien vouloir, en jeu. Et il regarda Caris Danvers, belle, brillante, féroce, enfin sans peur. Ayant enlevé tous les voiles qu'elle possédait et se tenant devant lui sans rien cacher. Ayant fait la chose terrifiante qu'il n'avait jamais eu le courage de faire en premier dans sa vie. Et il traversa la pièce. Et il prit son visage mouillé dans ses 2 mains, doucement, comme il avait voulu le faire depuis le moment où elle avait levé le voile de filet dans son hall. Et il dit, « Je réponds que vous m'avez décontenancé, Caris Danvers, exactement comme vous m'aviez prévenu que vous le feriez, et que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et que je vous aime depuis que vous m'avez dit dans l'obscurité de la calèche que vous étiez une source de très gros ennuis et que vous veniez d'être ramené à la maison à un coût énorme. Je réponds que j'ai acheté votre garde et que vous avez tranquillement, voile par voile, acheté tout mon cœur. Que personne n'a jamais voulu auparavant et qui vaut bien moins que 200 livres, et qui est entièrement et pour toujours vôtre, quoi qu'il arrive. Je réponds que je ne veux pas non plus de la porte avec la clé, et que je ne l'ai jamais voulu, et que je ne l'ai offerte que parce que je ne savais pas comment dire autrement à une femme effrayée qu'elle était en sécurité. Je réponds, et ici sa voix se brisa, et il la laissa se briser, tenant son visage dans ses mains avec la pluie aux fenêtres. Je réponds, que je ne savais pas, avant vous, qu'un homme pouvait se voir offrir la chose qu'il avait cessé d'espérer par pur hasard, dans la pièce la plus laide de Londres, et que tout le désir qu'il avait enfermé pendant 10 ans pour le garder en sécurité n'avait fait qu'attendre tout ce temps la seule personne qui valait la peine de le dépenser. Vous êtes cette personne. Vous avez filtré tout le marché pourri d'Angleterre à travers votre voile, et ce qui est sorti, c'est moi. Et je n'ai jamais de ma vie été aussi heureux d'être choisi, même par accident, même pour les mauvaises raisons. Parce que l'accident m'a amené à vous. Je vous aime, pas le marché, vous. Chaque voile de vous, le visage, l'esprit, la fureur et la peur, tout, pour toujours. Voilà, maintenant nous l'avons tous les deux dit, et aucun de nous n'a tressailli. Et je ne crois pas qu'aucun de nous ne le fera jamais. Et Caris Danvers rit et pleura en même temps. Là, dans ses bras, dans la bibliothèque grise de pluie. Et elle leva les bras, et les passa autour du cou de l'homme le plus froid d'Angleterre, et s'y accrocha. Et il la serra, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien du tout, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Chaque voile était tombée, et chaque carte était sur la table. Et 2 personnes qui avaient chacune construit un mur à partir d'un chagrin différent avaient trouvé, contre toute attente, la seule autre âme au monde qui savait de l'intérieur exactement comment de tels murs étaient construits, et exactement comment, doucement, de l'intérieur, ils pourraient enfin être abattus. Dans les jours qui suivirent la confession, dans la bibliothèque grise de pluie, quelque chose se détendit dans toute la maison, comme si une respiration retenue avait enfin été relâchée. La porte entre leurs chambres, que Caris avait fermée à clé chaque nuit depuis son arrivée, resta maintenant déverrouillée. Puis une nuit, elle resta ouverte. Une petite chose, une porte laissée entr'ouverte. Et pourtant, Sorik resta allongé. Il resta allongé un long moment, la première nuit où elle resta ouverte, comprenant ce qu'il lui avait coûté de la laisser ainsi. Comprenant qu'une femme qui avait coincé une chaise sous une poignée pendant 2 ans et était restée éveillée à écouter, ne laissait pas une porte ouverte à la légère, et qu'elle l'avait laissée ouverte pour lui.
et que c'était la plus grande confiance qu'elle ait jamais placée en une âme vivante. Il ne la franchit pas. Cela aussi, elle le remarqua et le lui dit des semaines plus tard, que la porte était restée ouverte et qu'il n'était pas venu, et que sa non-venue avait fait plus pour la rendre sienne que n'importe quelle venue n'aurait pu le faire, parce que cela prouvait que la sécurité qu'il avait promise était réelle. Qu'une porte laissée ouverte pour lui était une porte qu'il garderait et n'utiliserait pas. Ils prirent l'habitude d'être ensemble le soir, une habitude nouvelle pour eux deux. Il avait vécu seul et froid pendant une décennie. Elle avait vécu traquée et sur ses gardes pendant 2 ans. Et maintenant, le soir, ils s'asseyaient simplement dans la bibliothèque ou dans le petit salon chaud du matin et étaient ensemble. Et c'était le luxe le plus extraordinaire qu'aucun d'eux n'ait jamais connu. Cette chose ordinaire, s'asseoir tranquillement avec une autre personne et ne pas avoir peur. Elle lisait, recroquevillée dans un fauteuil avec les pieds repliés sous elle, d'une manière dont une duchesse ne devrait pas s'asseoir, et personne ne la dérangeait à ce sujet. Et il travaillait à ses papiers. Et de temps en temps, l'un d'eux disait quelque chose et l'autre répondait. Et de temps en temps, elle lui lisait un passage qui l'avait frappé et ils en débattaient. Et le débat était devenu la partie la plus douce de ses journées. « J'ai peur d'une chose », lui dit Caris un soir, sans lever les yeux de son livre, de la voix légère et prudente qu'elle utilisait pour les choses qui l'effrayaient le plus. « Puis-je vous le dire ? Vous êtes la seule personne à qui j'ai jamais eu à dire des choses. Dites-moi n'importe quoi. J'ai peur de ne pas savoir comment être une duchesse, dit-elle. Vraiment. Pas les salons. Je peux gérer un salon. J'ai décidé. Un salon n'est qu'un champ de bataille, avec de meilleures manières, et je n'ai jamais manqué de cran. Je veux dire le reste. J'ai été élevé comme la fille d'un pauvre érudit dans une petite maison du Montgomeryshire. Je sais comment tenir une maison avec rien, et raccommoder une robe 3 fois, et raisonner en grec, et faire durer un rôti pour nourrir une semaine. Je connais tous les arts de la pauvreté, votre grâce, sur le bout des doigts. Je ne connais pas les arts de ceux-ci, les grandes maisons, les tenanciers, et le fait d'être observé, d'être toujours un exemple, d'être le genre de femme vers qui tout un comté se tourne. Et si je fais mal, et si je vous fais honte, vous avez épousé une femme sans formation pour le rôle, sortie d'une salle de mariage. Et un jour, une grande chose me sera demandée, et je ne saurai pas comment faire. Et tout le monde verra que la duchesse des enchères était une imposture après tout. Et ce sera ma faute, et je vous aurai fait défaut devant le monde. Elle posa le livre. Voilà, c'est la peur. Elle est sous tout. Je me prépare contre elle comme je me préparais contre le sol. Soric posa ses papiers. « Venez ici, dit-il. » Et elle vint s'asseoir près de lui, et il prit ses mains. « Caris, écoutez-moi. Vous vous inquiétez de ne pas connaître les arts d'une grande maison, mais je vous observe depuis des semaines, et je vous dis que vous connaissez déjà le seul art qui compte, celui qui ne peut être enseigné. Vous avez appris le nom de chaque domestique en 1 semaine. Vous vous êtes accroupi dans le couloir parmi la porcelaine brisée pour réconforter une jeune fille effrayée. Vous avez dit la vérité dans le salon de la marquise d'Ilford, en face d'elle, et avez transformé une pièce d'ennemi en une pièce d'admirateur. Vous avez peur de ne pas savoir comment être observé. Caris, vous avez été la femme la plus observée de Londres pendant 1 mois, et vous n'avez jamais fait un seul faux pas. Non pas parce que vous y avez été formé, mais parce que vous êtes honnête, gentille et sans peur. Et ces 3 choses valent plus chez une duchesse que 40 ans de formation aux arts que vous pensez vous manquer. Les grandes choses que vous craignez, ce ne sont que la gentillesse, l'honnêteté et le courage exercés sur une plus grande scène. Vous les avez en plus grande abondance que n'importe quelle dame de naissance que j'ai jamais rencontrée. Les tenanciers vous aimeront en 1 saison, parce que vous apprendrez leurs noms et leurs problèmes comme vous avez appris ceux des domestiques. Le comté se tournera vers vous et trouvera un meilleur exemple qu'il ne le mérite. Et si jamais un grand rituel particulier est requis que vous ne connaissez pas, vous me demanderez, ou vous demanderez à Madame Peel, ou vous demanderez à la marquise qui traverserait la Manche à la nage pour vous aider maintenant, et vous l'apprendrez en un après-midi. Parce que vous êtes la personne la plus intelligente que je connaisse, et que les gens intelligents apprennent vite les rituels. Vous ne me ferez pas honte. Vous ne pourriez pas me faire honte même si vous essayiez. La seule façon dont vous pourriez jamais me faire honte, Caris, serait de devenir moins honnête, moins gentille ou moins courageuse que vous ne l'êtes.
Et vous ne le ferez jamais parce que ce n'est pas en vous. Cessez de vous préparer. Ce sol tient. Je l'ai testé chaque jour pendant des semaines et il tient. Elle resta silencieuse, ses mains dans les siennes, sa tête couleur de miel sombre baissée. Puis elle dit bas, « Vous continuez de faire ça. Vous continuez de prendre la chose dont j'ai le plus peur et de la retourner dans vos mains jusqu'à ce que je puisse voir qu'elle n'est pas si terrible après tout. Mon père faisait ça. Il est la seule autre personne à l'avoir jamais fait. Je ne pensais pas que je l'aurais à nouveau. » Elle leva les yeux et ils étaient brillants. Je vais vous faire confiance à ce sujet, comme je vous ai fait confiance avec la porte ouverte. Je vais cesser de me préparer contre la peur de la duchesse et simplement essayer, et demander quand je ne sais pas, et vous croire quand vous dites que je ne vous ferai pas honte. Cela me terrifie de vous accorder cette confiance, mais j'apprends que vous donnez la chose qui me terrifie et jusqu'à présent, sans exception, la chose la plus sage que je fasse. Chaque carte que j'ai posée devant vous, vous l'avez gardée en sécurité. Alors en voici une autre. Je la pose. Je vous fais confiance que je peux faire ça. Ne me laissez pas me tromper. Vous ne vous trompez pas, dit Sorik, et il porta ses mains à ses lèvres. Vous ne vous êtes jamais trompé sur moi, Caris. Depuis la première nuit dans la calèche, où vous m'avez qualifié de triste et gentil, avant même d'avoir vu mon visage. Faites-vous confiance aussi sûrement que vous avez appris à me faire confiance. Et vous découvrirez que nous deux, ensemble, sommes entièrement à la hauteur de toute grande chose que ce monde peut exiger. Nous ne sommes plus seuls, ni l'un ni l'autre, c'est tout. C'est ce qui change tout. Vous n'avez pas à être une duchesse toute seule. Vous devez être une duchesse aux côtés d'un duc qui brûlerait le monde avant de vous laisser échouer. Et ça, mon amour, c'est beaucoup plus facile. Londres, bien sûr, ne les laisserait pas en paix. Un duc qui disparaît de la société pendant des années et réapparaît avec une femme dont personne n'a jamais entendu parler, sans famille dans la pairie, sans entrée dans le monde, sans annonce, mariée de manière clandestine que personne ne pouvait tout à fait retracer. C'était un scandale trop riche pour que la haute société le laisse tranquille. Et au tournant du mois, les murmures avaient pris forme. Il y avait eu une vente aux enchères, disaient les murmures. Le froid duc de Nockay-Burrell avait acheté sa duchesse dans l'une de ces affreuses salles de mariage de Mayfair. Comme un cheval, comme un rouleau de tissu. C'était une personne de rien, la fille d'un failli, vendue et achetée. Et aviez-vous vu son visage, ma chère, bien trop beau pour une femme respectable. On ne savait pas ce qu'elle avait été avant qu'ils ne la prennent. Les murmures étaient cruels, et ils étaient à moitié vrais, ce qui les rendait plus cruels. Sorik les entendit et devint froid d'une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis que Prosser se tenait dans sa bibliothèque. « Laissez-moi vous emmener à l'étranger, » dit-il à Caris. « En Italie, nous n'avons pas besoin de rester et de nous faire critiquer. J'ai des maisons sur le continent. Nous pourrions partir 1 an jusqu'à ce qu'il trouve un scandale plus frais et revenir quand ce sera passé. » Caris, assise à la table de la bibliothèque avec une pile de lettres de son père qu'elle était en train de trier, leva les yeux vers lui avec le regard bleu et direct qu'il avait appris à si bien connaître. « Et fuir, dit-elle. Encore. J'ai fui mon tuteur, et c'était juste de fuir parce que je n'avais ni pouvoir ni protecteur. Mais je ne suis plus impuissante maintenant, votre grâce. Je suis la duchesse de Nockay-Burrell. J'ai une grande maison, un grand nom et un mari qui dépenserait son dernier sou pour ma défense. Si je fuis Londres maintenant, je fuis en tant que duchesse. Et une duchesse qui fuit un murmure dit au monde entier que le murmure est vrai et qu'elle en a honte. Je n'aurai pas honte. Il y a eu une vente aux enchères. Je suis allé voiler dans ces salles et je me suis laissé vendre parce qu'un tuteur avide ne m'avait laissé aucune autre porte. Et il n'y a aucune honte là-dedans qui m'appartienne. La honte appartient aux tuteurs, aux salles et à tout le marché pourri qui ne laisse à une dame que le choix entre un tanneur ou un voile. J'ai fait la chose la plus courageuse que je pouvais imaginer avec le peu que j'avais. Je ne le cacherai pas. Je ferai le contraire. Emmenez-moi dans la société, votre grâce. L'événement le plus grandiose que vous puissiez trouver. Présentez-moi. Laissez-les regarder, et je leur montrerai exactement de qui ils ont murmuré. Et je vous promets qu'ils ne le murmureront plus de la même manière après. Il y eut un grand bal à la fin de cette quinzaine, donné par la vieille marquise d'Ilford, qui était l'hôtesse la plus redoutable de Londres. Elle avait connu la mère de Sorik et avait un faible pour lui qu'elle déguisait en désapprobation. Sorik obtint l'invitation d'un seul appel. Et le soir venu, le duc et la duchesse de Nockay-Burrell
furent annoncés dans le salon le plus bondé, le plus scintillant et le plus dangereux d'Angleterre. Et toute la vaste salle se tourna pour regarder la mariée des enchères. Elle ne leur donna pas une personne tremblante. Elle avait refusé, encore une fois, de trop s'habiller. Elle portait une robe de soie saphir foncé, fine mais sévère, coupée haut et modeste. À son cou, seulement un petit collier de perles qui avait appartenu à sa mère, et ses cheveux couleur de miel sombre étaient simplement coiffés. Et elle se tenait sur le seuil, au bras de son mari, le menton droit et ses yeux bleus clairs, se déplaçant sans hâte sur la foule qui la dévisageait. Et Soric sentit la cruauté de la salle faiblir devant son calme, exactement comme il l'avait senti faiblir dans la salle des ventes, il y a une éternité. Elle ne tremblerait pas, elle n'avait jamais tremblé. Et une salle qui est venue voir une femme s'effondrer ne sait que faire d'une femme qui la regarde simplement, calmement, en retour. La vieille marquise d'Ilford vint à eux elle-même, ce qui était en soi un événement. Elle toisa Caris de haut en bas avec son lorgnon, lentement, et dit d'une voix calculée pour la salle, « Alors, vous êtes la duchesse dont tout le monde murmure, celle des salles. » Elle laissa tomber le mot comme un gant. « J'ai connu la mère de cet homme. Elle aurait beaucoup à dire sur un fils qui se marie de cette façon. »« Bien, jeune fille, on me dit que vous n'avez ni famille, ni fortune, ni histoire que l'on puisse nommer. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» La salle retint son souffle, et Caris Danvers regarda la terrible vieille femme, et lui répondit clairement, sans chaleur et sans peur, de sorte que chaque âme dans le salon l'entendit. « J'ai à dire, madame, qu'on vous a dit presque la vérité, et qu'on a omis seulement les parties importantes, comme le font toujours les commérages. Je n'ai pas de fortune. C'est vrai, mon père était un érudit, pas un homme riche, et il est mort, et m'a laissé pauvre. Et le cousin qui a été fait mon tuteur a essayé de me vendre à un vieil homme cruel pour 800 livres. Et quand j'ai refusé et que je me suis enfui et que je n'avais nulle part où aller, je suis allé voilé dans une salle de mariage et je me suis laissé inscrire comme une dame quelconque, afin d'être choisi par un homme qui ne me voulait pas pour mon visage. C'est là tout le scandale, madame, et je n'ai honte d'aucun mot de cela. J'ai fait la chose la plus courageuse qu'une femme sans le sou pouvait faire avec le peu qui lui restait. Et de cette pièce affreuse, par un pur accident divin, j'ai tiré un homme qui n'a pas demandé à voir mon visage avant d'enchérir, qui m'a dit qu'il avait acheté ma garde et non ma personne, qui m'a donné une porte avec une clé et m'a dit que j'étais en sécurité. Alors vous pouvez dire à la salle, madame, puisque la salle est si désireuse de le savoir, que la duchesse de Noquet-Burrell a en effet été achetée aux enchères, achetée pour la soustraire à la cruauté et à l'avidité, par un homme bon qui ne l'a jamais traité comme une chose qui pouvait être achetée. Et vous pouvez leur dire en outre que je préfère être une duchesse qui est arrivée à sa couronne par une salle honnête et laide, ayant fait une chose courageuse pour se sauver, plutôt qu'une duchesse qui y est arrivée par un salon à la mode, n'ayant rien fait de plus courageux que de naître du bon père. Je ne m'excuse pas. Je n'ai rien à me faire pardonner. L'excuse, si elle est due par le genre de monde qui ne donne à une dame intelligente aucun meilleur choix qu'un tanneur ou un voile. Et je ne pense pas, madame, que vous et moi ayons fait ce monde. Mais je pense que nous pourrions, entre nous, en avoir assez honte pour être gentils avec la prochaine jeune fille en difficulté. Le silence qui suivit fut absolu. Et puis la vieille marquise d'Ilford, qui avait réduit des débutantes en larmes pendant 40 ans, qui ne craignait personne, fit la chose qui fit basculer toute la soirée et la moitié de la saison. Elle baissa son lorgnon, et elle regarda Caris avec une expression d'étonnement ravi et naissant. Ce dit fort, pour que personne ne puisse prétendre ne pas entendre. Eh bien, sa mère vous aurait adoré. Elle prit le bras de Caris et se tourna pour faire face à la salle. Vous m'entendez, vous tous? J'ai dit que sa mère l'aurait adoré. Et je ne dis pas de telles choses à la légère, comme celles d'entre vous que j'ai fait pleurer peuvent le confirmer. Cette jeune fille a plus de cran, plus de bon sens et plus de courage honnête que toute votre bande de minaudes réunis. Et elle vient de dire la vérité dans mon salon, en face de moi, ce qu'aucune d'entre vous n'oserait faire. Et je l'aime énormément. Les murmures s'arrêtent ce soir. Quiconque les continue peut se considérer comme l'objet de mes murmures, et je vous assure que je suis bien meilleur à ça que vous. Maintenant, duchesse, Caris, je vous appellerai Caris.
venez vous asseoir près de moi et parlez-moi de votre père l'érudit. Car j'ai une grande affection pour les hommes intelligents, en ayant épousé 3, et je veux tout savoir sur lui. Le reste d'entre vous peut aller être ennuyeux ailleurs. » Et elle emmena la mariée des enchères à travers la foule qui s'écartait, étonnée et murmurante. Et le murmure, cette fois, n'était pas de la cruauté. C'était de l'émerveillement et quelque chose de proche de l'admiration. Le son d'une grande salle révisant toute son opinion d'un coup. Soric, resté près de la porte du salon le plus dangereux d'Angleterre, regarda sa femme être revendiquée par son hôtesse la plus redoutée. Et il pensa, avec une fierté féroce et grandissante qui était entièrement nouvelle pour son cœur froid et gardé, qu'il avait offert 200 livres dans une salle laide pour une femme voilée qui refusait de trembler. Et que c'était, sans aucun doute, l'argent le mieux dépensé de toute sa vie. La conquête de la société aurait pu monter à la tête d'une autre femme. Carys, une fois que les murmures se furent inversés, que les salons s'étaient ouverts à elle, et que la marquise d'Ilford s'était proclamée la plus féroce championne de la duchesse des enchères, découvrit au contraire que l'admiration l'ennuyait presque autant que le scandale l'avait effrayée, et qu'elle voulait que tout le nouveau poids de sa position soit dépensé pour quelque chose qui comptait. Elle vint voir Soric avec cette idée un matin, dans la bibliothèque, avec cette expression particulière sur son visage qu'il avait appris à reconnaître comme signifiant qu'elle avait réfléchi à une chose jusqu'au bout et qu'on ne la ferait pas changer d'avis. « Je n'arrête pas de penser à la salle, dit-elle. La salle de Mayfair, la vente aux enchères. Il y avait 11 femmes avant moi ce soir-là, votre grâce, et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elles. Certaines sont allées à des hommes pas pires que vous, d'autres à des hommes comme Beaverstock. Certaines ne sont pas parties du tout, et ont été reconduites vers le froid avenir qui attend une dame dont personne ne veut payer le prix. Et cela arrive 2 fois par an, cette salle, et des salles comme elle dans tout Londres. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où une dame de bonne naissance, mais sans le sou, peut aller. Elle peut être gouvernante si elle a de la chance et que quelqu'un veut d'elle. Elle peut être une parente pauvre, non payée, invisible, à la merci du caprice d'un cousin comme je l'étais. Ou elle peut aller voiler dans une salle de mariage et être vendue. Ce sont ces portes. Ce sont toutes de mauvaises portes. Je n'arrête pas de penser que je suis passé par la seule mauvaise porte et que j'ai tiré un duc par pure chance aveugle, une chance sur 1000. Et je ne peux m'empêcher de penser aux 999 qui tirent le tanneur, Beaverstock ou rien du tout. J'ai cette position maintenant. Ce nom, cet argent, ce nouveau pouvoir ridicule d'être à la mode. Je ne le veux pas pour les salons. Je veux construire une porte différente. Soric posa sa plume. Quelle sorte de porte? Une maison, dit Carys. Une maison respectable et bien fondée pour les dames laissées pauvres et seules. Les filles d'érudits ruinés et de gentilshommes en faillite. Celles que le monde accule. Pas une charité qui les rend reconnaissantes et rampantes. Je ne construirai pas ça. J'ai été reconnaissante et rampante, et c'est sa propre sorte de prison. Une vraie maison où une femme de bonne naissance, mais sans le sou, pourrait vivre décemment pendant qu'elle trouve un travail honnête comme gouvernante, dame de compagnie, enseignante, comptable, quels que soient les dons qui lui conviennent, sans avoir à choisir entre un tanneur et un voile, où elle est aidée à se tenir sur ses propres pieds, pas maintenue dans la dépendance. Mon père m'a éduqué et ne pouvait rien me donner d'autre pour vivre que l'éducation. Et le monde n'avait que faire d'une femme pauvre et éduquée. Et c'est un gaspillage, votre grâce, un gaspillage criminel d'exactement le genre de femme qui, si on lui donnait une porte qui n'était pas une mauvaise, pourrait faire beaucoup de bien dans le monde. Je veux construire la porte dont j'avais besoin, et que je n'avais pas. Je veux la financer, la fonder, et la diriger moi-même, de mes propres mains et de ma propre tête, parce que je sais de l'intérieur précisément ce dont de telles femmes ont besoin, et précisément ce qui les insulte. Et je ne veux pas qu'elles soient dirigées par des gens bien intentionnés qui n'ont jamais été pauvres et qui pensent que la gratitude est un juste prix pour le pain. Elle s'arrêta, un peu essoufflée. Voilà à quoi je veux que la position serve. M'aiderez-vous? Je n'ai pas strictement besoin de votre permission. J'ai ma propre dot. Vous l'avez rendue irrévocable. Je pourrais le faire seul, mais je préférerais de loin le faire avec vous. Soric regarda sa femme, le dessin féroce et clair sur son visage, le plan qui se formait manifestement en elle depuis la première nuit. La façon dont elle entendait prendre l'expérience la plus laide de sa vie
et la forger en une porte pour les femmes qui viendraient après. Et il sentit la fierté féroce et grandissante qu'elle éveillait si souvent en lui maintenant. Et en dessous, quelque chose de plus calme et de plus grand, une sorte d'admiration. « Je vous aiderai, dit-il. Bien sûr que je vous aiderai. Je ferai plus que vous aider. Je doublerai chaque livre de votre dot que vous y mettrez avec 2 des miennes. Et je lui prêterai mon nom, qui vaut beaucoup pour la collecte de souscription, quoi qu'il vaille dans les salons. Et je chargerai mes avocats de la fonder correctement, pour qu'elle repose sur du roc et ne puisse être démolie quand nous serons partis. Mais Caris, je veux dire une chose, et je veux que vous l'entendiez. Ce que vous venez de décrire est la plus belle chose que j'ai entendu quelqu'un proposer depuis des années. Et vous le proposez comme si c'était la chose évidente, la chose simple et sensée, la chose que n'importe qui ferait. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas ce que n'importe qui fait. 100 femmes à votre place prendraient l'admiration à la mode et la couronne, et ne regarderaient jamais en arrière vers la salle d'où elles viennent. Vous regardez en arrière vers la salle et voulez en construire une meilleure pour la prochaine femme effrayée qui s'y trouvera. C'est qui vous êtes. C'est la chose que j'ai vue en vous sur l'estrade avant d'avoir vu votre visage. La femme qui refusait de trembler. La femme qui ne pense pas seulement à elle-même. J'ai offert 200 livres pour ça avant de comprendre ce que c'était. Je le comprends maintenant. Construisez votre maison. Construisez une 12aine de maisons. Je dépenserai toute la fortune de Noke Burrell à construire des portes pour les femmes acculées, si c'est ce que vous voulez. Et je considérerai que c'est le meilleur usage qui ait été fait de l'argent en 300 ans. Caris traversa la pièce et prit son visage dans ses mains, comme il prenait si souvent le sien, et l'embrassa, et se recula, et dit d'une voix mal assurée, « Voyez-vous maintenant pourquoi je vous aime ?» C'est un homme qui, quand sa femme dit « Dépensons notre fortune pour les filles ruinées d'étrangers », dit seulement « Construisez-en une 12aine ». Il n'y a pas 10 hommes comme ça en Angleterre. J'ai filtré tout le pays jusqu'à trouver le mien dans une salle laide, voilée de désespoir. Et je continue de découvrir de nouvelles raisons d'être étonné de ma chance. Et elle partit cette semaine même pour trouver la maison, et la trouva en moins d'1 mois. Une bonne maison, haute et solide dans une rue décente. Elle la fit rénover et la nomma d'après son père, la maison Danvers. Pour que le nom que le monde avait tenté de déshonorer se tienne plutôt au-dessus d'une porte de secours pour le genre même de femme que le monde rejetait. Et elle ouvrit avant la fin de l'année, et accueillit sa première dame effrayée. Et Caris la dirigea elle-même, avec ses propres comptes et sa propre connaissance, durement acquise de ce dont de telles femmes avaient exactement besoin. Et elle fit beaucoup de bien, et en fait encore. La maison Danvers accueillit sa première résidente par un matin glacial d'automne, et Caris insista pour être là elle-même pour la recevoir. Et Zorik l'accompagna parce qu'il avait découvert qu'il ne pouvait plus supporter d'être loin de sa femme quand quelque chose comptait pour elle. Et cela comptait plus que tout. La jeune fille avait 17 ans, la fille d'un avocat de province récemment décédé endetté. Et elle arriva à la bonne maison haute dans la rue décente, le visage blanc et tremblant, préparée au prix habituel de la charité, qui est l'humiliation déguisée en gentillesse. Zorik la regarda monter les marches, serrant une seule petite boîte à chapeau qui contenait tout ce qu'elle possédait. Et il reconnut le regard que Caris avait eu une fois, sur une estrade dans une salle laide. Le regard d'une personne qui a appris que le monde a des usages pour les sans défense et aucune pitié pour eux, et qui a décidé d'être courageuse quand même, parce que le courage est tout ce qui reste. Caris la rencontra à la porte elle-même. Elle ne se tint pas au-dessus de la jeune fille pour dispenser sa charité. Elle descendit les marches dans sa belle robe simple et prit la petite main froide dans les siennes, et dit « Vous devez être mademoiselle Ellery. Je suis si heureuse que vous soyez venue. Je suis Caris. Vous pouvez m'appeler ainsi. Ici, peu importe comment on m'appelle ailleurs. Je veux vous dire une chose avant que vous n'entriez, parce que je pense que vous vous y préparez, et je préférerais vous épargner cette préparation. Ce n'est pas une charité qui vous rendra reconnaissante. Vous ne nous devez rien. On ne vous fera pas la morale, on ne vous plaindra pas, on ne vous rappellera pas votre dépendance. C'est une maison où une dame laissée pauvre et seule peut vivre décemment pendant qu'elle trouve ses marques. Et vous les trouverez, mademoiselle Ellery, parce que vous avez toute une vie de marques à trouver devant vous, et j'ai l'intention de vous y aider. Il y a une chambre à l'étage avec votre nom sur la porte, et une serrure à l'intérieur dont vous seul avez la clé.
Il y a un travail honnête à apprendre si vous n'avez pas déjà un métier. Et il n'y a ni prix, ni honte, ni cousin froid, ni homme de 60 ans. Vous êtes en sécurité ici. Je sais que vous ne me croyez pas encore. Je n'y croyais pas non plus une fois, quand un homme bon me l'a dit. Entrez, à l'abri du froid, et commençons à vous le prouver lentement, un jour à la fois. Jusqu'à ce qu'un matin, vous regardiez en bas et découvriez que vous vous tenez sur un sol solide depuis des semaines, sans vous en rendre compte. Et le visage préparé de la jeune fille s'effondra d'un coup, comme celui de Caris s'était effondré dans la bibliothèque il y a longtemps. Et elle pleura, et Caris la fit entrer à l'abri du matin glacial, lui murmurant des paroles. Et Sorik se tint sur les marches de la maison d'Anvers, et regarda sa femme conduire une jeune fille effrayée, par un seuil qui n'était pas une mauvaise porte. La première bonne porte peut-être que l'enfant se soit jamais vu offrir. Et il pensa que son cœur allait se briser de fierté et de tendresse. Plus tard, en rentrant à travers les rues grises, Caris était silencieuse, sa main dans la sienne, son visage tourné vers la fenêtre. « Elle est exactement ce que j'étais », dit-elle enfin, presque précisément. 17 ans au lieu de 19, un avocat au lieu d'un érudit, mais la même bravoure fragile, le même regard préparé, la même certitude que la sécurité doit avoir un prix. Et elle est arrivée à une bonne porte au lieu d'une mauvaise, et elle n'aura pas à aller voiler dans une salle de Mayfair. Et elle ne tirera pas Beaverstock ou un Tanner, parce qu'il y a maintenant dans le monde une porte de plus qu'il n'y en avait. Une de plus. Ce n'est pas beaucoup contre toutes les jeunes filles effrayées d'Angleterre, mais c'est une de plus qu'il y a un an. Et il y a un an, il n'y en avait aucune. Et la jeune fille qui est en sécurité dans cette maison ce soir est une vraie jeune fille et non un numéro. Et elle est en sécurité ce soir, ce qu'elle n'aurait pas été. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est le pouvoir que vous m'avez donné. Quand vous avez offert 200 livres dans cette salle laide, vous ne m'avez pas seulement sauvé. Vous avez mis le nom de Noke Burrell et la fortune de Noke Burrell entre les mains d'une femme qui savait de l'intérieur exactement ce dont une dame acculée a besoin. Et je l'ai dépensé en porte. Il y en aura d'autres, d'année en année, tant que nous vivrons et après. Il y aura plus de portes parce que vous avez enchéri sur la femme qui les construirait. Vous voyez? La meilleure chose que vous ayez jamais faite continue de faire le bien, au-delà de moi, au-delà de tout. C'est comme l'enseignement de mon père. La bonne chose ne s'arrête pas. Elle devient une maison, puis une autre. Et elle continue de sauver des filles nommées Ellery, longtemps après que tous ceux qui l'ont commencé soient poussière. Elle leva sa main et la pressa contre sa joue. Le vieux geste, la première tendresse qu'elle lui ait jamais donnée. J'ai épousé un homme qui pense que le meilleur usage de 300 ans de fortune ducale est de construire des portes pour les jeunes filles effrayées. Je serai étonné de ma chance jusqu'au jour de ma mort. Et j'espère que l'étonnement ne s'estompera jamais, car c'est le sentiment le plus doux que j'ai jamais connu. Il ne s'estompera pas, dit Sorik, et il la serra contre lui alors que la calèche rentrait cahotant dans le crépuscule. Je suis étonné de ma propre chance chaque matin, Caris. Et cela ne s'est pas estompé en un an, et je ne m'attends pas à ce que cela se fasse en 40. Nous sommes deux personnes qui sommes la réfutation l'un de l'autre, construisant des portes pour ceux qui viennent après. Il y a de pires choses sur lesquelles une vie pourrait être dépensée. Je ne peux en fait pas en imaginer une seule meilleure. Après que la marquise d'Ilford eut pris Caris sous son aile, les murmures ne s'arrêtèrent pas seulement, ils s'inversèrent. La haute société, qui s'était préparée à snober la duchesse des enchères, découvrit au contraire qu'elle voulait beaucoup être vue avec elle. Et en un mois, la femme qui était allée voilée et indésirable dans une salle de mariage de Mayfair était la nouvelle figure la plus recherchée de Londres. Pas pour son visage, qui était assez beau pour être oublié en juin, mais pour la chose qui avait attiré Sorik lui-même à travers une salle bondée. Son honnêteté directe et inébranlable, l'esprit derrière les yeux bleus, la façon dont elle disait la vérité simplement et la laissait atterrir. De grandes dames qui étaient venues pour se moquer restèrent pour débattre de grec. De vieux hommes d'État qui étaient venus pour évaluer un scandale se retrouvèrent à perdre des points d'histoire face à la fille d'un érudit pendant la soupe. Elle était, déclara la marquise à quiconque voulait l'entendre, la première personne vraiment intéressante à entrer dans la société londonienne en 20 ans. Et la marquise se trompait rarement sur de telles choses. Mais Sorik, regardant sa femme conquérir les salons qu'il avait chassés pendant 10 ans,
découvrit que la chose qu'il voulait le plus pour elle n'était pas l'admiration de Londres. C'était quelque chose de plus calme, et cela avait à voir avec son père. Il avait lu les lettres de son père. Elle les lui avait données. Le paquet qu'elle triait le jour où il lui avait proposé de l'emmener à l'étranger, noué d'un ruban délavé. La correspondance d'un érudit avec d'autres érudits. Et, entremêlé, le chagrin privé d'un homme pauvre et instruit qui savait que le monde n'avait pas de place pour sa brillante fille et ne pouvait y remédier. Zoric les lisait la nuit, quand Caris dormait. La porte entre leurs chambres était maintenant ouverte, et l'était depuis des semaines. Et aucun d'eux ne fermait plus rien à clé contre l'autre. Et il apprit des lettres ce que Caris elle-même avait été trop fière pour lui dire clairement, que M. Owen Danvers était mort non seulement pauvre, mais déshonoré. Sa petite réputation d'érudit ruinée à la fin par un riche mécène qui l'avait contrarié sur un point d'honneur. Un homme qui avait fait courir le bruit que Danvers était un imposteur et un plagiaire, ce qui était entièrement faux, et qui avait utilisé son argent et ses relations pour s'assurer qu'un érudit bon et honnête meurt avec l'œuvre de sa vie discréditée et son nom synonyme de honte. C'était la même forme. Zoric le vit avec une clarté froide, que ses propres fiançailles rompues. Une personne puissante, réécrivant la vérité parce que la vérité était gênante, et le monde croyant les puissants parce que c'était plus facile. Caris avait hérité non seulement de l'esprit de son père, mais aussi de sa ruine. Et Zoric, qui avait passé 10 ans à laisser Londres le croire un monstre, parce que c'était plus facile que de combattre le mensonge, découvrit qu'il n'était plus disposé à laisser la chose la plus facile prévaloir. Pas pour lui-même, et surtout pas pour le père décédé de la femme qu'il aimait. Il chargea ses avocats de l'affaire, discrètement. Cela prit quelques semaines. L'œuvre discréditée d'Owen Danvers, une étude de certains textes anciens, minutieuse et, comme il s'avéra, entièrement solide, fut soumise sous le patronage de Zoric au jugement des érudits les plus respectés du pays. Des hommes dont la parole ne pouvait être achetée et dont le verdict ne pouvait être balayé. Et le verdict, quand il tomba, fut unanime et sans réserve. L'œuvre n'était pas seulement honnête, mais excellente, une véritable contribution. Son auteur n'était pas un imposteur, mais un érudit fin et sous-estimé qui avait été gravement lésé. Zoric la fit imprimer correctement à ses propres frais, sous le propre nom de Danvers. Avec une préface de la plus grande autorité du pays, rétablissant la vérité en des termes qui survivraient à tous les murmures. Et il la fit faire et relier. Et seulement alors, par un matin gris et calme dans la bibliothèque, il mit le premier exemplaire entre les mains de sa femme. Caris ne comprit pas tout de suite. Elle le retourna, un beau livre, bien relié, et lut le dos, et lut le nom de son père dessus, et elle leva les yeux vers lui, sans comprendre. Puis elle l'ouvrit, et lut la préface. Et Zoric regarda son visage, alors qu'elle comprenait. Il regarda la couleur le quitter, et les larmes venir. Il la regarda lire les mots qui annulaient, pour toujours, dans la seule cour qui comptait pour un érudit, le mensonge qui avait tué la bonne réputation de son père. « C'est vous qui avez fait ça », murmura-t-elle. Elle pouvait à peine parler. « Vous, son œuvre, vous l'avez fait juger, vous l'avez fait imprimer. » Sous son nom, avec. Il le qualifie d'érudit injustement traité, dont la réputation doit être restaurée. Il le qualifie d'excellent. Il le qualifie d'honnête. Elle serra le livre contre sa poitrine, les deux bras autour, comme elle avait pressé sa joue contre le dos de sa main la première nuit. Et elle pleura ouvertement sans se cacher, les pleurs profonds et purs d'un chagrin enfin apaisé. Il est mort en croyant avoir échoué. Il est mort en pensant que le monde l'avait jugé comme un imposteur et qu'il ne m'avait laissé que sa ruine. Et vous avez tendu la main dans la tombe et lui avez rendu son nom, son vrai nom, le bon, le vrai. Et vous l'avez fait discrètement, sans me le dire, comme vous m'avez défendu contre Prosser à travers un mur, sans public, parce que c'était juste. Oh, vous, homme impossible, magnifique, froid, chaleureux, merveilleux. Savez-vous ce que vous avez fait? Vous ne m'avez pas seulement épousé, défendu et aimé. Vous m'avez rendu mon père. Vous avez fait en sorte que sa mort signifie la vérité au lieu du mensonge. Il n'y a pas de cadeau au monde, il n'y a rien que quiconque pourrait jamais. Elle ne put finir. Elle se tenait dans la bibliothèque avec la vie vengée de son père serrée contre son cœur et pleurait simplement.
Et Zorik s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, livre et tout, et la serra pendant qu'elle pleurait. « J'ai lu ses lettres, dit-il bas dans ses cheveux. J'ai lu ce qu'on lui a fait, et je l'ai reconnu, Caris, parce qu'on me l'a fait. Une personne puissante, racontant un mensonge commode parce que la vérité était gênante, et le monde y croyant. J'ai laissé le mien perdurer pendant 10 ans. J'ai laissé Londres m'appeler un monstre, parce que combattre le mensonge semblait plus de problèmes que la crainte n'en valait la peine. Et je me suis dit que je m'en fichais. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas laisser le mensonge de votre père perdurer, même s'il est mort et ne s'en soucie plus. Parce que vous vous en souciez. Et parce qu'un homme qui laisse la vérité être réécrite pour la ruine d'un homme bon est exactement le genre d'homme que j'ai passé ma vie à mépriser. Et je ne serai pas lui, pas en cela, pas à la mémoire de l'homme qui vous a fait. Alors, j'ai rétabli la vérité. Ce n'était pas si difficile à la fin. Il a seulement fallu un peu d'argent, un peu de soin, et la décision de s'en donner la peine. J'ai appris cela de vous, Caris. Qu'on peut simplement décider de s'en donner la peine, de combattre le mensonge, d'offrir 200 livres, d'enlever le voile, de dire la vérité dans le terrible salon. Vous m'avez appris cela. Tout ce que j'ai fait, c'est apprendre la leçon et la dépenser pour votre père. Caris se recula et leva les yeux vers lui, son visage mouillé, radieux et sans défense, tous les voiles tombés pour toujours. Et elle dit, « J'aimerais vous épouser correctement. Dans une église, avec nos noms lus à haute voix, et le livre de mon père sur le siège à côté de moi. Dieu, un pasteur, et toute la famille que la marquise pourra intimider pour qu'elle vienne. J'aimerais me tenir debout à la vue de tous et vous choisir à haute voix, exprès. Pas parce qu'un tuteur avide ne m'a laissé aucune porte, et pas parce que vous avez offert 200 livres dans une pièce affreuse, mais parce que je vous aime et que je vous choisis, et que je veux que le monde entier me voie le faire librement. Le premier choix libre de ma vie, fait 2 fois. La vente aux enchères nous a liés. Je veux que nous nous lions nous-mêmes cette fois, de nos propres mains, parce que nous le souhaitons. Voulez-vous m'épouser, votre grâce? Je sais que nous sommes déjà mariés. Épousez-moi à nouveau quand même. Épousez-moi exprès. » Et le froid duc de Nockemberel, qui n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant, sentit ses propres yeux devenir chauds. Et il dit, « Oui, mon Dieu, oui, exprès. Dans une église, avec le livre de votre père à côté de vous et le monde entier qui regarde. J'ai voulu être choisi librement par quelqu'un toute ma vie, Caris, et j'ai été trop fier et trop effrayé pour l'espérer. Et vous me proposez de me choisir 2 fois, à haute voix, devant tout le monde. Il n'y a rien dans ce monde que je veuille plus. Épousez-moi à nouveau, épousez-moi exprès, et je passerai le reste de ma vie à prouver que la meilleure chose que j'ai jamais faite a été d'entrer dans la pièce la plus laide de Londres pour confirmer mon mépris pour le monde, et d'en sortir avec vous. » Les semaines précédant le second mariage furent les plus heureuses que Zorik ait jamais connues, et il les traversa avec l'émerveillement méfiant d'un homme portant quelque chose de fragile qu'il ne peut tout à fait croire qu'il a le droit de garder. Il y avait des bancs à publier, une église à choisir, et la marquise d'Ilford à gérer. Car elle s'était proclamée générale de toute l'affaire, et avait des opinions sur tout, des fleurs à la liste des invités, en passant par le degré précis de froideur avec lequel certaines familles qui avaient murmuré devaient être ostensiblement non invitées. Caris laissa la vieille femme commander les arrangements et ne la contredit discrètement que sur les choses qui comptaient. Et les deux, l'ancienne hôtesse féroce et la jeune duchesse des enchères, étaient devenus de tels amis que Zorik les surprenait parfois en train de rire aux éclats d'une absurdité. Et il sentait son cœur se retourner à la simple joie de la scène, à quel point la femme voilée et effrayée de la salle de Mayfair était allée loin. Par une soirée calme, quelques jours avant le mariage, il trouva Caris seul dans la bibliothèque, le livre de son père ouvert sur ses genoux. Elle ne le lisait pas, elle le tenait seulement, sa main à plat sur la page, son visage tourné vers la fenêtre et la dernière lueur du jour. Il entra doucement et s'assit près d'elle sans parler, ayant appris qu'elle lui dirait ce qui l'émouvait en son temps. « Je n'arrête pas de penser à lui, dit-elle enfin, mon père. Je n'arrête pas de penser à comment il n'aurait pas cru, votre grâce, rien de tout cela. Si je pouvais retourner en arrière et me tenir dans son petit bureau froid du Montgomeryshire,
durant le dernier hiver, quand il mourait et pensait m'avoir fait défaut et ne m'avoir laissé que sa ruine, et lui dire « Père, tout s'arrange. Pas comme vous le craignez et pas comme vous l'espériez, mais tout s'arrange. Votre fille sera duchesse, non pas pour son visage, que vous avez toujours craint être sa malédiction, mais pour l'esprit que vous lui avez donné et le courage que vous lui avez enseigné. Votre nom sera lavé, imprimé, honoré au-dessus d'une porte qui sauve des filles comme celle que j'étais. Et elle sera aimée, Père, vraiment aimée, pour tout ce qu'elle est, les voiles, l'esprit, la fureur et tout, par un homme bon qui a enchéri sur elle dans une salle laide et ne l'a jamais fait se sentir achetée. » Si je pouvais lui dire ça dans le bureau froid, à la fin, sa voix se brisa. Il est mort en pensant que le monde l'avait vaincu, et m'avait vaincu à travers lui, et que tout son enseignement ne m'avait préparé qu'à être immariable et pauvre. Et c'est l'enseignement qui m'a sauvé. C'est l'esprit qu'il m'a donné, et l'honnêteté qui ont filtré le monde entier jusqu'à vous, et qui vous ont ensuite retenu une fois que je vous avais. Il ne m'a pas fait défaut. Il m'a donné les seules choses qui comptaient, et il ne l'a jamais su. C'est le chagrin qui ne guérit pas tout à fait. Je pense, non pas qu'il soit parti, mais qu'il est parti en croyant un mensonge sur sa propre vie, et que je n'ai pas pu l'atteindre à temps pour lui dire la vérité. Sorik prit sa main, celle qui reposait à plat sur la page de son père. Il en savait plus que vous ne le pensez, dit-il doucement. Un homme n'élève pas une fille avec un esprit comme le vôtre, et un courage comme le vôtre, par accident. Chaque heure qu'il a passée à vous enseigner le grec dans ce bureau froid était un homme construisant la seule sorte de fortune qu'il avait à laisser. Une fortune que le monde ne pouvait pas saisir, car elle était en vous. Il est peut-être mort en croyant que son nom était ruiné et son œuvre discréditée. Mais je ne crois pas, Caris, qu'un homme qui a appris à sa fille à être aussi courageuse et honnête que vous l'êtes ait pu croire entièrement qu'il lui avait fait défaut. Quelque part sous le chagrin, il devait savoir ce qu'il avait créé. Et s'il ne le savait pas, s'il est vraiment parti sans le savoir, alors c'est la chose que votre maison Danvers rétablit en quelque sorte, n'est-ce pas? Chaque dame effrayée qu'elle accueille, chaque jeune fille qu'elle prépare à se tenir sur ses propres pieds au lieu d'être vendue, c'est l'enseignement de votre père qui perdure après sa mort. Faisant dans le monde exactement ce qu'il a fait pour vous. Son nom est au-dessus de cette porte. Son esprit est dans chaque bonne chose qui se passe à l'intérieur. Il n'a pas échoué et il n'est pas oublié. Il travaille encore à travers vous et continuera de travailler longtemps après que vous et moi soyons partis. Il y a une sorte de résurrection là-dedans. Pas celle que le pasteur prêche, mais une vraie. Le meilleur de lui n'est pas mort. Il est devenu vous, et maintenant il devient une maison pleine de femmes sauvées. Et c'est ce qui se rapproche le plus de la vie éternelle pour nous tous. Caris tourna son visage vers lui, mouillé et lumineux dans la dernière lueur, et pendant un moment, elle ne put parler. Puis elle dit, « Savez-vous ce que vous m'avez donné? J'y ai pensé ces semaines, et je n'arrive pas à en voir le fond. Vous m'avez donné un foyer, votre nom, une porte avec une clé, et tout votre cœur froid est gardé. Vous m'avez rendu la bonne réputation de mon père, et avez transformé sa ruine en une porte pour d'autres femmes. Vous avez doublé ma dot pour construire la maison Danvers. Mais sous tout cela, la plus grande chose, la chose que je ne peux pas rembourser, vous m'avez rendu la croyance que le monde n'est pas, après tout, seulement cruel. J'avais décidé que si, vous voyez. Au moment où je suis allé dans cette salle de Mayfair, j'avais conclu froidement, sur d'excellentes preuves, que le monde était pourri jusqu'à la moelle, et que la seule sagesse d'une femme était de s'attendre au pire et de s'en protéger. Et vous avez été la réfutation. Vous, au milieu de la pièce la plus pourrie de Londres, étant décent sans raison. J'ai construit toute ma philosophie du désespoir, et vous êtes entré et l'avez réfutée d'une seule enchère. Et je vis à l'intérieur de la réfutation depuis, et cela m'a retransformé en quelqu'un qui peut espérer. C'est ce que vous m'avez donné. Vous m'avez rendu mon espoir. Il n'y a pas de cadeau de mariage au monde pour l'égaler, et je n'ai rien à vous donner de moitié aussi grand en retour. Vous avez tort, dit Sorik bas. Vous m'avez donné la même chose, Caris, exactement et entièrement. J'avais construit la philosophie identique. Le monde est cruel, ne rien vouloir, craindre tout le monde, garder son cœur froid pour soi. J'en étais aussi certain que vous, et sur autant de preuves. Et vous l'avez réfuté pour moi, précisément comme je l'ai réfuté pour vous. Je suis entré dans cette pièce,
en croyant qu'il n'y avait rien dans le monde qui valait la peine d'être désiré. Et vous étiez là, digne d'être désiré au-delà de toute mesure, refusant de trembler. Et vous avez fissuré mon désespoir aussi sûrement que j'ai fissuré le vôtre. Nous sommes la réfutation l'un de l'autre. C'est ce que c'est. Deux personnes qui avaient chacune décidé que le monde n'avait plus rien de bon, découvrant au même moment laid que l'autre était là, étant la bonne chose, étant l'exception qui défaisait toute la règle froide. Nous ne sommes pas simplement tombés amoureux. Nous nous sommes rendus le monde l'un à l'autre. Et je ne pense pas qu'il y ait 10 couples en Angleterre qui puissent en dire autant. Et je n'échangerai pas ce que nous avons, acheté, voilé, scandaleux et durement gagné, contre l'amour le plus facile, le plus grandiose, le plus respectable de toute la pairie. Le nôtre est plus vrai. Nous avons dû traverser le désespoir pour le trouver. Une chose trouvée de l'autre côté du désespoir, Caris, est une chose qui ne peut jamais être perdue à nouveau. Parce que vous connaissez déjà le pire, et vous vous êtes choisi quand même, en pleine connaissance de cause. C'est le seul choix qui tienne. Et Caris ferma doucement le livre de son père et le mit de côté, et vint dans les bras de son mari, dans la dernière lueur du soir. Et ils s'assirent ensemble dans la bibliothèque silencieuse où tant de choses s'étaient réparées. Deux personnes qui avaient chacune traversé tout le désespoir et en étaient sorties de l'autre côté, vers la dernière chose que l'un ou l'autre s'attendait à trouver. Et la lumière déclina lentement aux fenêtres, et aucun d'eux n'avait peur du noir, parce qu'aucun d'eux n'y était plus seul. Ils se marièrent à nouveau par un matin lumineux de début d'été dans une petite vieille église près de Knockborough House, et cela ne ressemblait en rien à la laide salle de Mayfair et en rien à l'arrangement clandestin qui les avait d'abord liés. Cette fois, les bans furent publiés 3 dimanches de suite. Le duc et la duchesse de Knockborough se marieront à la vue de Dieu et de la paroisse. Et tout le square vint pour regarder et resta pour être ému. Et la marquise d'Ilford s'assit au premier rang, comme une ancienne impératrice féroce, et tamponna ses yeux avec un mouchoir en dentelle, et nia ensuite, furieusement, avoir fait une telle chose. Caris ne portait pas de saphir, et elle ne portait pas de gris, et elle ne se voila pas. Elle portait du blanc simple, fine mais sans ornement, coupé haut et modeste, avec les petites perles de sa mère à son cou, et ses cheveux couleur de miel sombre simplement coiffés de quelques fleurs blanches. Et elle remonta l'allée de la petite église au bras de personne, car elle n'avait pas de père pour la donner, et elle ne serait donnée par aucun autre homme. Elle remonta seule, librement, de son propre choix, et sur le siège où un père aurait pu s'asseoir, elle avait posé le livre de son père, la belle édition, reliée avec son vrai nom sur le dos, et les mots « un érudit, injustement traité » à l'intérieur. Pour qu'il soit là, après tout, de la seule manière qui lui restait. Présent au choix libre de la fille dont il était mort en croyant avoir échoué à assurer la bonne réputation. Et Soric, l'attendant à l'hôtel, la regarda remonter l'allée, seul avec la vie vengée de son père à ses côtés. Et il pensa qu'il n'avait jamais de sa vie vu quelque chose d'aussi courageux ou d'aussi beau, et que la bravoure et la beauté étaient, chez Caris Danvers, la même chose portant 2 visages. Ils prononcèrent leurs vœux d'une voix claire et stable, tous les deux, sans trembler. Ils étaient, observa plus tard le pasteur à sa femme, le couple le plus calme et le plus heureux qu'il ait jamais marié, comme s'ils avaient déjà traversé tous les feux qu'un mariage pouvait affronter, et en étaient sortis de l'autre côté, et ne faisaient que maintenant, formellement, dire à Dieu ce qu'ils s'étaient dit depuis longtemps. Et quand le pasteur les prononça mari et femme, et que Soric leva le visage de sa femme vers le sien, et l'embrassa doucement devant toute la paroisse qui regardait, il n'y eut ni scandale ni commérage. Il n'y eut qu'un grand murmure chaleureux, parcourant la vieille église. Le son d'une foule de gens qui étaient venus voir un spectacle et avaient trouvé à la place une chose qu'ils reconnaissaient, la chose la plus ancienne, la plus simple et la plus émouvante du monde, c'est-à-dire 2 personnes qui se sont choisies à haute voix, exprès, et qui le pensent. Cette nuit-là, quand le dernier invité fut parti et que la grande maison fut silencieuse, le duc et la duchesse de Knockborough s'assirent ensemble dans la bibliothèque où tant de choses s'étaient passées entre eux, où il avait débattu de grec avec elle, où il l'avait défendu contre Prosser à travers un mur, où il avait mis la fortune de son père entre ses mains. Et la porte entre leurs chambres était ouverte,
comme elle l'était depuis des semaines et le serait maintenant toujours. Et il n'y avait plus de voile nulle part dans la maison, de filet ou de toute autre sorte. « J'ai réfléchi, » dit Caris, blotti contre lui, la tête sur son épaule, regardant le feu. « Ô Tammy, vous vous souvenez? Je vous ai dit la première nuit que je m'étais rendu quelconque exprès pour filtrer les hommes cruels, et que ce qui était passé à travers le tamis, c'était vous. J'ai réfléchi que c'était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, et je l'ai faite en désespoir de cause, croyant que c'était un dernier coup de dé désespéré. Et il s'est avéré que c'était le choix le plus sage de toute ma vie. Si j'étais allé dans ces salles sans voile et que je les avais laissés enchérir sur mon visage, je serais rentré chez moi avec Beaverstock, le tanneur ou un riche collectionneur de jolies choses. Et j'aurais passé ma vie à être apprécié pour la seule chose en moi qui signifie le moins. Au lieu de cela, je me suis rendu indésirable et j'ai filtré le monde entier jusqu'au seul homme qui enchérirait sur une personne quelconque et tremblante pour des raisons de pure décence. J'ai filtré l'Angleterre jusqu'à vous. Elle leva le visage pour le regarder. Je pense que c'est la chose la plus vraie que je sache sur l'amour maintenant. Il ne s'agit pas d'être désiré pour son visage, sa fortune, sa famille, ou l'une des choses par lesquelles le monde pèse une femme. Il s'agit d'être désiré pour la chose sous tous les voiles. L'esprit, le courage, la peur et toute la vérité peu aimable et gênante de vous. Et d'être désiré pour cela, non pas malgré les ennuis, mais à cause d'eux. Vous n'avez pas supporté mon intelligence, ma fureur et mon scandale. Vous m'avez aimé pour eux. Il y a toute la différence du monde entre les deux, et la plupart des femmes ne trouvent jamais un homme qui le sait. Et j'ai trouvé le mien dans la pièce la plus laide de Londres, voilé, en train d'être vendu. Je ne cesserai jamais d'en être étonné, tant que je vivrai. Sorek le serra plus fort, et pressa ses lèvres sur le sommet de sa tête couleur de miel sombre. Il regarda dans le feu et dit, « Je suis allé dans cette pièce pour que mon mépris du monde soit confirmé. J'étais si certain, vous voyez, que le monde était pourri jusqu'à la moelle, et que la seule sagesse de l'homme était de ne rien vouloir, de ne craindre personne et de garder son cœur froid pour lui-même. Et j'avais raison sur la pièce. Elle était pourrie. Elle était toutes les choses laides que je croyais. Mais j'avais tort sur le monde, Caris, parce qu'au milieu de la pièce pourrie, il y avait vous. Débat, droite, refusant de trembler, ayant fait une chose courageuse et intelligente pour vous sauver. Et vous étiez la réfutation de tout ce que je croyais. Vous étiez la fissure dans mon mépris. Je ne pouvais pas vous regarder et continuer à croire que le monde n'avait rien qui valait la peine d'être désiré. Parce que vous étiez là, manifestement, digne d'être désiré, au-delà de toute mesure, à l'endroit le moins probable où j'aurais jamais pensé chercher. Et donc j'ai enchéri. Le dernier coin décent de moi s'est levé et a offert 200 livres, contre toute ma philosophie froide. Et ce fut la chose la plus sage que ce coin décent ait jamais faite. Et j'ai passé chaque jour depuis à être reconnaissant qu'il ait agi avant que mon moi plus froid ne puisse l'arrêter. Il tourna son visage vers lui et la regarda, les yeux bleus clairs qu'il avait regardés sans peur de derrière un voile, dans une pièce pleine d'hommes évaluateurs. Vous avez filtré le monde jusqu'à moi, et j'ai enchéri sur la seule femme en Angleterre qui s'était rendue indésirable, pour que seul un homme décent la veuille. Nous nous sommes trouvés, Caris, à travers 2 voiles et une vie passée, à apprendre à se cacher. Vous cachant votre visage et votre esprit, moi cachant mon cœur. Et le miracle n'est pas que nous soyons tombés amoureux. Le miracle est que 2 personnes si complètement blindées, si entraînées à ne rien vouloir et à ne rien montrer, aient réussi, voile par voile et carte par carte, à tout faire tomber l'un pour l'autre et à ne pas le regretter. Je ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais. Vous êtes la meilleure chose qui soit jamais passée par le tamis de quelqu'un. Et vous êtes mienne, choisie librement, 2 fois, exprès. Et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à vous prouver que le coin décent de moi avait raison sur vous depuis le début. Et le feu brûlait chaudement dans la grande bibliothèque de Knockborough House, et la porte entre leurs chambres était ouverte. Et dehors, dans l'obscurité de l'été, la ville continuait avec ses murmures, ses marchés du mariage et ses cruautés inchangées. Mais à l'intérieur, dans la pièce chaude, 2 personnes qui avaient chacune cessé d'espérer étaient assises, enveloppées dans le fait étonnant d'avoir trouvé, contre toute attente, à l'endroit le plus improbable du monde, la seule âme qui les voulait pour la vérité sous le voile. Caris Danvers avait levé son dernier voile il y a longtemps,
et il n'en restait plus à lever. Et le froid duc de Noquet-Burrell, qui n'était pas froid du tout et ne l'avait jamais vraiment été, tenait sa femme choisie dans la lueur du feu et était, pour la première fois de sa vie, gardé, entièrement, sans défense, et pour toujours chez lui.